Imaginez, vous décidez de prendre un peu de bon temps pour vous. Et pour cela, vous vous dites, allez, une petite balade en forêt, ça peut pas faire de mal. Je vais pouvoir décompresser, respirer le bon air frais de la nature et tomber sur le corps nu de quelqu'un par terre attaché. Attends quoi? C'était pas prévu ça? Eh ben ouais, mais avant d'en arriver là, revenons à la base de toute cette histoire, puisqu'elle n'aurait même pas dû avoir lieu. Enfin, pas totalement, mais il a fallu un élément déclencheur pour que Freya se retrouve dans la mouise. Freya, elle a pas prévu d'y aller seule à la base. C'est censé être une rando tranquille entre potes. Mais Bonnie lui plante un lapin au dernier moment avec une excuse de migraine un peu trop pratique. Bon, tant pis. Elle chope son sac à dos, glisse sa bouteille d'eau, son vieux couteau suisse et part quand même. Elle préfère être seule dans la forêt que coincée dans son appart à tourner en rond sur YouTube, Insta et tout le tralala. Le chemin qu'elle connaît part du petit parking, traverse une zone plate, puis grimpe doucement vers la lisière. C'est calme, juste le bruit de ses pas dans les feuilles, des petits oiseaux au loin et cette odeur de mousse humide qu'elle adore. Ici, c'est sa bulle, elle peut déconnecter. Mais aujourd'hui, Bonnie n'est pas là. Alors, comme rien ne va, elle décide de prendre un autre chemin. Un peu au hasard, elle remarque un sentier qu'elle n'a jamais vu. Il est étroit, presque caché derrière un tronc tombé. Il y a un vieux panneau tordu avec l'inscription « Accès déconseillé en saison ». C'est sûrement un petit panneau pour dire qu'il faut faire gaffe avec la chasse et tout. Mais bon, rien de bien dissuasif pour elle. Elle hausse les épaules, c'est pas comme si elle allait grimper l'Everest. Elle s'enfonce dans le chemin, d'abord curieuse, puis intriguée. C'est plus dense ici, moins entretenu. C'est cool. Les branches lui frottent le visage, ses baskets glissent un peu sur les pierres humides, et elle continue. Elle aime ce petit genre d'endroit où on a l'impression que personne n'est passé depuis des semaines. En vrai, c'est stylé. Et puis, il y a un bruit, un genre de frottement, lointain, mais pas naturel. C'est pas le vent. Elle s'arrête, tend l'oreille, silence. Puis, à nouveau, ce bruit, plus net. Elle avance doucement. Son cœur cogne un peu plus fort. Elle contourne un vieil arbre, pousse une branche et elle s'immobilise. Là, dans une sorte de clairière, un homme est allongé. Non, il n'est pas juste allongé, il est attaché. Il est torse nu, allongé sur le côté, les bras tirés derrière son dos et reliés à une sorte de piquet, planté dans le sol. Ses jambes sont repliées, ses pieds nus, sales, griffés. Il ne bouge pas, mais elle jurerait que son dos se soulève légèrement. Heureusement, il n'est pas mort, il respire. Freya reste figée, elle ne comprend pas, c'est pas possible, c'est pas réel. Ce genre de truc, c'est que dans les films d'horreur, ça n'arrive pas dans la réalité. Elle cligne des yeux, il est toujours là. Elle regarde autour, y a personne, pas un bruit. Son cœur tape dans sa poitrine. Elle sort son téléphone, pas de réseau. Bien sûr, elle le savait déjà dans sa tête, mais bon, il fallait bien regarder. Il y a un moment où les États-Unis ils vont devoir investir dans des antennes relais un jour quand même. Elle fait un pas en arrière. Elle sait pas quoi faire, c'est flippant. Mais elle peut pas partir comme ça. Elle a peut-être besoin d'aide, peut-être qu'il est en train de mourir là, maintenant. Elle serre les dents, se force à respirer. Elle doit bouger. Elle doit faire quelque chose. Freya s'approche lentement. Son cœur bat à fond. Ses jambes sont flageolantes. Mais elle avance quand même. Elle sent l'adrénaline monter en elle. Cette sensation bizarre entre la panique et l'instant où t'as plus vraiment le choix. L'homme est bien vivant. Maintenant qu'elle est plus près, elle voit ses épaules trembler. Il a des marques sur la peau, des entailles fines, anciennes ou récentes, elle sait pas trop. Ses cheveux sont collés à son crâne, comme s'il avait transpiré ou pleuré, ou peut-être même les deux. Elle se baisse à quelques mètres, essaye de pas trop faire de bruit. Son regard croise celui de l'homme. Il lève difficilement la tête. Ses yeux sont écarquillés, rouges, désespérés. « Je vais t'aider, ok ?» Il secoue la tête. Non, c'est un non paniqué. Il agite doucement les poignets, comme pour dire « pars maintenant ». Mais Freya comprend pas. Pourquoi il refuserait de l'aide? Il est attaché, il est blessé, il est seul. Chut, t'inquiète, je vais chercher quelqu'un, je vais revenir. Ne bouge surtout pas, d'accord? Elle parle vite, à voix basse, elle jette des regards autour d'elle, comme si quelque chose pouvait surgir d'un instant à l'autre. Elle ne sait pas pourquoi elle agit comme ça. Elle est dans la forêt, avec juste ce gars-là, mais elle se sent observée. Pourtant, y a rien. Juste des arbres, du silence, et ce mec, ligoté, paumé, flippé. J'ai pas de réseau ici, mais je connais un chemin de retour. Il y a une station forestière pas trop loin. Ils pourront faire quelque chose. T'as compris? Je reviens, promis. Mais reste là, bouge pas, sinon je sais pas, ils pourraient revenir. Elle a aucune idée de qui sont ils, mais ça lui semble logique. Quelqu'un l'a mis là, quelqu'un peut revenir. Et si ce type se détache, il pourrait se perdre ou aggraver ses blessures. Elle le regarde encore 2 secondes. Il hoche très légèrement la tête. Un petit signe d'espoir. Peut-être, ou juste un réflexe, elle sait pas. Freya se relève d'un coup, elle repart en arrière plus vite qu'elle n'est venue.
Elle évite de courir pour pas tomber, mais ses pas sont pressés. Elle retrace le chemin, repasse devant les branches qu'elle a écartées, saute le tronc couché. Son cœur bat toujours aussi fort. Elle pense à lui, à ses yeux, à ses poignets attachés, à sa peau abîmée. Elle pense à tout ce qui cloche. Qui ferait ça? Pourquoi ici? Pourquoi lui? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce qu'il s'est échappé d'un truc? Ou est-ce qu'il est piégé là depuis des jours sans que personne ne l'ait vu? Sérieusement, c'est quoi ce délire? Elle arrive enfin sur le sentier plus large, le sol est plus stable. Elle reprend un peu son souffle, regarde autour d'elle, cherche un point de repère. Elle pense au vieux garde forestier qu'elle a croisé un jour, pas loin d'ici. Il a peut-être un abri, une radio, un truc, quelque chose quoi. Elle repart à grande enjambée, l'air semble plus lourd d'un coup. Freya court sur le chemin forestier, les pieds lourds, la respiration en feu. Elle jette des coups d'œil réguliers derrière elle, comme si quelque chose, quelqu'un pouvait la suivre. Mais la forêt reste silencieuse, pesante. Elle finit par ralentir. Elle reconnaît un vieux panneau en bois, moisi par les années, à moitié bouffé par la mousse. Poste forestier à 500 mètres avec une petite flèche pour indiquer le chemin. Et bah bingo, c'est ce qu'elle voulait. Elle fonce dans cette direction, le cœur qui cogne toujours aussi fort. Pas seulement à cause de l'effort. Elle pense à l'homme, à son regard, à son refus paniqué, à la corde nouée sur ses poignets. Elle déboule enfin devant une sorte de cabane en bois, avec une barrière à moitié descendue et une vieille Jeep garée à côté. Mais c'est pas la Jeep qui la rassure, c'est le vieux garde qu'elle voit, assis dehors sur une chaise pliante, en train de bouffer un sandwich. Il lève les yeux, surpris. Elle freine juste devant lui, les jambes tremblantes. « Y a un homme dans la forêt! Il est attaché! Il a besoin d'aide! Il est en sale d'état! » Le garde fronce les sourcils, pose son sandwich, se redresse lentement. « Calmez-vous! Vous pouvez répéter ça ?» Freya secoue la tête, essoufflée. « Y a un mec ligoté dans une clairière et je suis tombé sur lui en me baladant. Il peut à peine bouger. Faut y aller tout de suite. » Le garde se redresse enfin. Il attrape une radio qu'il allume sans trop de précipitation. « Y a du réseau là-bas ?»« Non, zéro. » »« Ouais, bon allez, montrez-moi ça. La Jeep est en panne, on y va à pied. » Freya, elle en revient pas. Comment ça, pas de voiture, pas d'urgence? Elle serre les poings, mais elle a pas le temps de discuter. Elle fait signe de la suivre. Il s'enfonce dans les bois. Le garde avance à un rythme tranquille, presque agaçant. Il fait des commentaires sur les traces d'animaux, sur l'humidité du sol, sur les champignons. Freya, elle serre les dents. Elle veut crier, le secouer, le faire courir. Bon, c'est encore loin. 5 minutes, peut-être moins, je sais pas. Mais 5 minutes deviennent 10, puis 15. Freya commence à douter. Elle a pris à droite ou à gauche, au tronc couché, elle reconnaît plus vraiment les buissons. Il y a tout qui se ressemble en vrai, la panique monte doucement. Et si elle s'était perdue? Et si elle l'avait inventé ce mec? Non, c'est impossible ça. Finalement, elle reconnaît la petite clairière. Elle pousse les dernières branches et s'avance, le cœur au bord des lèvres. Pourtant, c'est vide en fait. Il n'y a plus rien. Pas de corps, pas de corde, pas de traces. Juste les arbres, immobiles, comme si de rien n'était. Elle tourne sur elle-même. Mais il était là, je vous jure. Il était juste là. Le garde s'approche, inspecte les lieux. Il hausse un sourcil, pas vraiment convaincu. Il tape du pied sur le sol, regarde les buissons. Rien, pas de traces nettes, pas d'empreinte évidente. Freya sent la colère monter et la panique monter d'un coup. Non, je vous jure, je l'ai vu, je suis pas folle, ok? Il était là, attaché, et il m'a regardé dans les yeux. Le garde la regarde avec un mélange de pitié et d'inquiétude, puis il souffle fatigué. Écoutez, vous avez peut-être eu un coup de chaud. Vous savez, les balades en solo, le stress, la forêt, ça peut jouer des tours. Freya, elle reste figée. Elle sent sa gorge se nouer. Il ne la croit pas. Il pense qu'elle délire. Et pourtant, elle sait ce qu'elle a vu. Freya reste plantée au milieu de la clairière vide. Le silence autour d'elle est assourdissant. Son souffle est court. Son cœur cogne comme s'il voulait lui sortir de la poitrine. Elle tourne en rond, cherche, fouille du regard chaque centimètre de sol, les branches, les buissons. Elle va jusqu'à l'endroit exact où il était. Elle reconnaît l'empreinte à peine marquée dans la terre, comme si quelque chose de lourd s'était trouvé là. Mais c'est pas suffisant. Y a pas de corde, pas de trace de lutte, rien de flagrant. C'est pas possible, sérieux. Le garde la regarde, les bras croisés. Il s'avance un peu, observe les environs d'un œil tranquille, presque détaché. Et vous dites qu'il était attaché ici. Exactement ici. Freya hoche la tête, les yeux encore scotchés au sol. Ouais, ligoté à un piquet ou une tige, enfin je sais pas. Il bougeait à peine. Il m'a regardé droit dans les yeux, je l'ai pas inventé tout ça. Le garde s'accroupit, gratte un peu la terre avec un bâton. Regardez, j'ai même pris une photo. Elle sort son téléphone et le problème c'est que la photo est tellement floue qu'on n'y voit rien.
à part des branches et du bois, enfin bref, c'est inexploitable. Bon, le garde s'accroupit, gratte un peu la terre avec un bâton. Il observe, cherche, rien de concluant. Il se redresse et soupire. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu, madame ?» Elle le fusille du regard. « Vous pensez vraiment que j'aurais couru jusqu'à vous, paniqué, si j'avais vu un putain de cerf ?» Il lève les mains, façon de dire « Bah, moi je dis rien, je pose juste des questions. » Parfois, entre les ombres, la fatigue, l'isolement, ça peut faire des trucs bizarres. Elle détourne le regard, mâchoire serrée. Elle se sent bouillir, il ne la croit pas. Ou pire, il la prend pour une petite randonneuse stressée qui s'invente une aventure pour briller sur les réseaux. Elle s'éloigne un peu, tourne autour des arbres. Son regard scanne les troncs, les feuilles, le sol. Et là, sur une écorce, à hauteur de genou, elle voit une tache rouge sombre. Petite, fine, mais elle est là. « Eh, venez voir ça !» C'est ce qu'elle dit en pointant du doigt. Le garde s'approche, plisse les yeux, il pose un doigt dessus et l'observe. C'est du sang ? C'est ce que demande Freya. Et le mec hausse les épaules. Ouais, possible, peut-être, mais ça pourrait aussi venir d'un animal. Un blaireau blessé, un renard ou un sanglier qui s'est frotté ici. Ça arrive souvent. Freya recule, elle est frustrée. Mais c'est quand même une putain de coïncidence, non ? Il répond pas tout de suite, il regarde encore autour, d'un air pensif. Ouais, bah quoi ? Vous voulez qu'on signale quelque chose ? À ce moment-là, elle sait pas vraiment quoi répondre. Est-ce qu'ils vont la prendre au sérieux ? Est-ce que ça sert à quelque chose s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas de preuves ? Est-ce qu'il va écrire dans son rapport qu'une fille paumée a cru voir un mec fantôme dans la forêt ? Elle baisse les yeux. Elle sent l'humiliation monter comme une boule dans la gorge. Ouais, c'est bon. Allez, laissez tomber. Le garde ne dit rien et lui lance un regard un peu plus doux, mais pas vraiment rassurant non plus. Et il fait demi-tour. Freya le suit en silence, le ventre noué. Chaque pas en arrière lui donne l'impression de trahir ce qu'elle a vu. Elle sait qu'elle aurait dû insister, mais elle est fatiguée, lessivée et écœurée. Et dans sa tête, en boucle, elle se répète. Je l'ai vu, je suis pas folle, je l'ai vraiment vu. Freya rentre chez elle en silence. La forêt s'efface peu à peu dans le rétro de sa vieille Toyota. Mais l'image du mec attaché lui reste collée à la rétine. Elle garde la radio éteinte, même pas de musique, même pas de podcast. Juste le bruit du moteur et ses pensées qui tournent en boucle. Une fois dans son appart, elle balance son sac dans un coin, se laisse tomber sur le canapé sans même retirer ses chaussures. Elle regarde le plafond, elle se sent vide et en colère en même temps. Le combo parfait pour vriller. Elle repasse toute la scène dans sa tête. L'homme, les cordes, sa peau marquée, son regard, le flou total et surtout cette foutue clairière vide. Le moment où elle revient avec le garde et qu'il n'y a plus rien. Comme si elle avait rêvé. Comme si elle avait halluciné tout ça. Mais non, elle le sait, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle n'a pas pris un seul cachet de quoi que ce soit, même pas un Tylenol. C'est plus ou moins l'équivalent d'un Doliprane en France. Elle était pas en manque de sommeil, pas stressée plus que d'habitude. Elle est pas barjo, juste une fille normale qui est tombée sur un truc pas normal. Et le pire, c'est que personne n'y croit. Elle prend son téléphone, ouvre l'appli photo. Elle avait tenté de le prendre en photo, ce gars, juste avant de partir. Elle trouve la photo, sauf que c'est flou, c'est sombre, c'est mal cadré. On devine une petite forme au sol, vite fait, mais c'est dégueulasse quoi. Ça pourrait être un tronc d'arbre, que ce serait pareil. Elle soupire, elle efface pas, mais ça lui serre le ventre. Elle pense à appeler Bonnie, mais qu'est-ce qu'elle va lui dire ? « Eh super, tu m'as lâché ce matin et j'ai trouvé un gars séquestré dans la forêt. Tu penses que j'ai pété un câble ? Non, allez, laisse tomber. » Elle pense à ses parents, mais elle sait déjà ce qu'ils diraient. « T'as sûrement mal vu, t'étais toute seule ma chérie. C'est dangereux. Tu devrais peut-être consulter au cas où. » Franchement, elle a pas besoin de ça. Elle a besoin de soutien, pas de mise en doute. Alors, elle fait ce que tout le monde fait quand il est paumé. Elle tape sur Google. Hallucination, forêt, rando seule. Sensation de réalité trompeuse. Peut-on inventer un souvenir traumatique ? Elle cherche, mais il n'y a rien qui colle. Elle lit des forums, des blogs, des témoignages. Tout semble trop lointain, trop flou, trop scientifique. Rien qui parle d'un mec ligoté, vivant, qui disparaît en 20 minutes chrono. Elle ferme tout, prend une douche froide, se glisse sous la couette. Elle pense pouvoir dormir, mais elle reste là, les yeux ouverts dans le noir à fixer le plafond. Et ce qu'elle se dit encore et encore, c'est « Je sais ce que j'ai vu. Même si eux n'y croient pas, moi je le sais. » Le lendemain, Freya se lève avec l'impression de sortir d'un rêve bizarre. Elle a mal dormi, elle a tourné toute la nuit, mais son cerveau est toujours en mode rewind. L'homme, la clairière, la disparition. Elle reste longtemps devant son bol de céréales, sans manger. Puis, comme une impulsion, elle fonce à toute vitesse et elle ouvre son ordi et tape « hypnose, souvenir ». Elle tombe sur un cabinet à 30 minutes de chez elle. Les avis sont bons, hypnose douce, souvenir clair, pas de truc chelou.
Elle prend rendez-vous pour l'après-midi. Elle sait même pas vraiment pourquoi elle fait ça. Peut-être pour se rassurer ou pour avoir une preuve que tout ça n'est pas juste un délire. Elle veut savoir si son cerveau a déconné, si elle a fantasmé un truc, mais au fond, elle sait déjà que non. Le cabinet est petit, un peu trop cosy avec les coussins zen et l'odeur de lavande. Le praticien, c'est un mec dans la cinquantaine, calme, posé, qui parle doucement. Vous voulez revivre un moment précis? Ouais, hier, une scène. Je veux juste vérifier que j'ai pas tout imaginé. Il hoche la tête et lui explique que c'est pas magique, que ça va pas forcément répondre à tout, mais que ça peut aider à clarifier les souvenirs. Elle accepte, elle ferme les yeux et il commence à parler lentement. Et tout revient. La lumière à travers les arbres, le silence bizarre, les pas dans les feuilles, et puis la clairière. L'homme, ses poignets attachés, ses yeux qui la regardent, chaque détail. Même la texture du sol, les feuilles collées à ses jambes, l'odeur de terre, c'est net, brutal et même trop réel. Quand elle ouvre les yeux, elle est en larmes, elle s'y attendait pas. Le praticien pose juste une main sur son épaule, sans parler. C'était là, tout, je l'ai vu, c'était pas un rêve. Il hoche la tête, pas de jugement, pas de « oui, tu devrais aller voir un psy ». Juste un silence, respectueux. Elle paye, sort, le cœur lourd, mais la tête claire. Elle a revu la scène et rien ne cloche. Elle a pas rêvé, elle est pas folle. Et si personne ne la croit, tant pis. Elle sait. Le lendemain matin, Freya se pointe au commissariat de sa ville, la boule au ventre et les mains moites. Elle a hésité toute la nuit, mais elle peut pas juste laisser tomber. Pas après ce qu'elle a vu, pas après l'hypnose. Elle doit le signaler. Au moins, c'est son devoir, non? À l'accueil, un agent en uniforme l'écoute d'une oreille pendant qu'il tape sur son clavier. Elle raconte tout, le gars ligoté, la clairière, la disparition, la trace de sang, le garde forestier, même l'hypnose. Elle le mentionne. Quand elle termine, il relève enfin les yeux. Et vous avez une photo? Oui, mais elle est floue. On voit pas grand chose. Il prend le téléphone, regarde à peine, il hausse les épaules. Ouais, vous avez pas touché la scène. Non, je suis juste parti chercher de l'aide. Il acquiesce, note 2 trucs sur un formulaire. Ouais, bah y a aucun signalement de disparition récemment dans ce secteur. Rien qui corresponde. Vous avez pas vu de plaque, pas d'objet, rien de concret? Elle secoue la tête. Non, juste lui, il était attaché, il respirait à peine. C'est pas rien quand même. Le policier soupire, puis il lui sort la phrase qu'elle redoutait. Vous savez, parfois l'esprit peut fabriquer des choses, surtout dans des situations stressantes. Freya, elle sent la colère monter. Je suis pas venu ici pour qu'on me parle de mon imagination. J'ai vu un homme en détresse, c'est vous les autorités. Alors faites quelque chose. Mais lui, il referme déjà son dossier. On va faire remonter l'information au service concerné. Si quelque chose remonte de notre côté, on vous recontactera. Et sur le coup, elle capte pas. C'est qu'après qu'elle a capté, mais comment ils vont la recontacter, sachant qu'ils lui ont pas demandé son numéro de téléphone. Bref, ça montre bien qu'au final, il s'en foutait. Elle sort sans dire un mot. Dans la rue, elle se réconforte. Elle a parlé, elle a fait sa part. Et pourtant, elle sait que ça n'ira nulle part. Pas de disparition signalée, pas d'enquête, pas de preuve nette égale pas de prise au sérieux. Elle est seule avec son histoire et ça commence à lui peser. Les jours passent et rien ne bouge. Freya rafraîchit sa boîte mail toutes les heures. Elle vérifie ses spams, son téléphone est toujours chargé au cas où quelqu'un rappellerait. Puisque oui, sur le coup, comme je vous l'ai dit, elle avait oublié qu'elle n'avait pas donné son numéro de téléphone ni son adresse mail. Mais le vide s'installe. Aucun retour, aucun appel, aucun message. C'est bien normal du coup. Elle se décide à envoyer des mails, d'abord aux journaux locaux, puis aux sites un petit peu plus gros. Elle raconte son histoire sans exagérer, sans dramatiser, juste les faits. Elle essaye d'être claire, crédible, elle précise même qu'elle n'attend pas la une des infos, elle veut juste que quelqu'un s'y intéresse. Mais ça fait comme une pierre dans un puits, aucun écho. Elle tente aussi les réseaux, un petit post sur X, c'est Twitter au cas où, une vidéo TikTok où elle raconte avec sa tête un peu flippée et fatiguée. Y a pas de buzz, quelques likes, 2 commentaires chelous, puis ça disparaît dans le flux, comme si ça n'avait jamais existé. Elle réalise un truc dur à encaisser. Personne n'en a rien à foutre. Tant qu'il n'y a pas de photo nette, pas de corps, pas de nom, pas de sang, l'histoire n'intéresse personne. Elle n'est ni vraie ni prouvable, donc elle n'existe pas. Même ses potes, au bout d'un moment, ils arrêtent d'en parler. Certains lui disent qu'elle devrait passer à autre chose. D'autres esquivent carrément le sujet. Freya commence à douter de tout. Pas de ce qu'elle a vu, non, de l'utilité de l'avoir raconté. Elle se sent vidée, transparente, comme si elle criait dans un monde où personne n'écoute. Et pourtant, au fond d'elle, la scène est toujours là. Lui, attaché, muet, et personne qui veut la croire. Un soir, à presque 2 heures du mat', Freya n'arrive toujours pas à dormir.
Elle scrolle sans but, passe d'un forum à l'autre, lit des histoires d'inconnus, des témoignages de gens qui, comme elle, ont vu un truc et que personne n'a cru. Et là, elle tombe sur un post, un mec qui raconte avoir croisé un gamin, pieds nus, en forêt, il y a 3 ans. Jamais revu, jamais identifié, personne ne l'a cru non plus. Alors, elle se dit, pourquoi pas moi? Elle s'inscrit, crée un compte anonyme, elle choisit un pseudo au hasard, pas trop voyant. Elle commence à écrire, elle détaille tout. La rando, le sentier, la clairière, l'homme attaché. Elle raconte l'angoisse, le garde, le vide. L'hypnose, les mails ignorés, les regards sceptiques. Elle dit tout sans filtre. À la fin, elle écrit ça. Je sais ce que j'ai vu, je bois pas, je fume pas, je prends aucun traitement. J'ai pas inventé cette scène. J'ai même vu un hypnothérapeute pour revivre le moment. Et j'ai tout revu, dans les moindres détails. Si un jour je disparais à mon tour, c'est peut-être à cause de ça. J'espère juste que quelqu'un, quelque part, prendra un jour cette histoire au sérieux. Elle hésite, puis elle clique sur publier. Elle pose son téléphone, s'allonge dans son lit et reste là, les yeux ouverts. Elle écrit que peut-être personne ne lira, peut-être que si, mais au moins, maintenant, elle l'a dit. Et si ce type qu'elle a vu est encore en vie quelque part, alors peut-être qu'un jour, lui aussi, saura qu'elle a essayé. Et bah tu sais quoi, elle qui est américaine et qui verra sûrement jamais cette vidéo, et bah nous on te croit. En tout cas, moi, je te crois. Je suis un peu trop crédule, mais pourquoi, je me dis, pourquoi elle raconterait ça, si tout ça, c'est faux en fait? Qu'est-ce que ça lui rapporterait? Allons, imaginons que son post il buzz un petit peu. Oh, elle fait quelques likes et tout. Bah, je peux vous dire que le site où elle a posté, bah ça lui fait pas gagner de sous avec cette histoire. Donc techniquement, il n'y a aucun intérêt de raconter tout ça. Du coup, je me dis même que peut-être je vais lui écrire un DM et lui dire bah tu vois, te crois, j'ai partagé ton histoire. D'habitude, je vous le dis, hein, je prends les histoires, j'écris pas aux gens ouais j'ai pris ton histoire, t'as vu. Moi je l'ai fait dans ma vidéo, non. Je me dis peut-être je lui dirais bon bah voilà, moi je t'ai cru, je l'ai partagé. Après voilà, je peux pas faire plus. Je suis pas enquêteur de police aux États-Unis ou je sais pas. Hein, je dis pas que c'est forcément américain. En tout cas, c'est écrit en anglais. Les histoires se passent aux États-Unis. Enfin, généralement. Là, dans l'histoire, elle parle de Tylenol. Donc c'est un, je vous ai dit, c'est comme un peu le Doliprane aux États-Unis. Donc je sais pas s'il y en a dans d'autres pays. Je sais pas. Je vais pas aller me renseigner. Juste aller voir ce que ça, qu'est-ce que c'était. Et du coup voilà. Donc je sais que c'est aux États-Unis. Maintenant, est-ce qu'il y en a dans d'autres pays? J'en sais rien. En tout cas, histoire de fou, j'espère que vous l'avez kiffé. Franchement, moi oui. C'était un énorme plaisir à raconter. Vraiment. On va maintenant passer au second thread d'horreur. Alors, il faut que je vous raconte un truc flippant qui est arrivé à Erika. Elle a 18 ans et elle vit toute seule en Scandinavie. Quand elle a emménagé dans son appart, elle n'a pas fait gaffe à grand chose au début. Faut dire qu'elle était jamais chez elle. Elle passait la plupart de ses nuits chez des potes ou ses cousins. Mais quand elle a commencé à rester plus souvent à l'appart, elle a capté qu'il y avait un truc qui clochait. Au début, c'était des petits détails, tu vois, sa porte était entrebâillée quand elle rentrait. Elle entendait des bruits bizarres près de son appart la nuit. Son entourage lui disait que c'était rien, juste la poignée de porte ou son imagination. Alors, Erika essayait d'ignorer. Et puis un soir, ça a sonné à sa porte. Dans son immeuble, faut taper 2 chiffres précis pour appeler un appart. Donc ça pouvait pas être une erreur. On va dire que faut taper, je sais pas, 77. Elle a pas répondu en espérant que ce soit rien. Mais c'était pas rien du tout. Un soir, elle rentrait avec une copine et là, elle l'a vu. Un mec était devant sa porte et essayait d'entrer. Il tenait un truc dans ses mains, des clés peut-être ou autre chose. Et il bloquait de la porte de l'ascenseur avec son pied. Dès qu'Erika a ouvert sa porte, le mec s'est barré en vitesse. Le pire, c'est qu'il s'attendait pas à la voir là. C'est à ce moment-là qu'elle a pigé. Ce type sait quand elle est chez elle et quand elle n'y est pas. Et plus elle y pensait, plus ça devenait super inquiétant. Jusqu'à où il va aller? Est-ce qu'il connaît son emploi du temps, son nom? Est-ce qu'il sait qu'elle vit seule? Erika a appelé la police, mais ils ne l'ont pas prise au sérieux. Ils n'ont même pas fait de rapport officiel. À la police qui fait son boulot, eh ben dis donc, ce serait quelque chose. Et puis il y a quelques jours, elle l'a revu. Il était là, près de sa porte, il regardait. Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne sait pas comment il a pu entrer chez elle avant. Mais elle sait que quelqu'un essaye de s'introduire chez elle. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne pouvait même pas déménager sans devoir payer une pénalité. Dans ton pays, si tu restes pas un an entier dans un appart, faut payer 1 mois de loyer en plus pour partir. Et en tant qu'étudiante, elle avait pas les moyens. Elle se sentait piégée. Finalement, Erika a décidé qu'elle ne pouvait plus rester là. Elle a pris ses affaires et est allée vivre chez son cousin. Mais même maintenant, elle n'arrive pas à arrêter d'y penser. Qu'est-ce qu'il sait d'autre?
Qu'est-ce que ce gars comptait faire et est-ce qu'il continue de la surveiller même maintenant? Alors, à ce type qui continue de venir à sa porte, Erika espère vraiment ne jamais le recroiser, puisque oui, c'était sur Reddit celui-ci. Et pour toutes les femmes qui lisent ça, elles se demandaient si elles avaient déjà vécu un truc similaire. Si c'était encore plus flippant, comment elles ont géré ça et réussi à aller de l'avant. Elles aimeraient beaucoup entendre leurs conseils ou leurs histoires si elles ont vécu quelque chose comme ça. Alors là, l'histoire que je vais vous raconter, déjà, ça s'est passé à une femme qui s'appelle Veronica, et c'était il y a 1 an. Elle attendait le bus devant un grand magasin super connu au Mexique. Ce jour-là, elle était allée acheter un gâteau d'anniversaire pour sa meilleure pote et d'autres trucs également. Du coup, elle avait plein de choses à porter. Normalement, elle rentre à pied, c'est pas loin, mais là, avec tout ce qu'elle avait, elle a décidé d'attendre le bus. Il était environ 16h, et comme elle était dans un quartier hyper central, il y avait plein de monde qui se baladait et attendait le bus. Et c'est là qu'il s'est passé un truc bizarre. Veronica était appuyée contre une vitrine du magasin avec tous ses sacs et elle essayait de faire gaffe pour pas que le gâteau ne glisse. Et là, une femme s'approche d'elle et elle commence à lui parler. Elle ne sait pas pourquoi, mais les gens viennent souvent lui parler comme ça, facilement, même si elle est plutôt du genre introverti. Donc sur le coup, ça lui a pas paru étrange. Par contre, l'une des premières choses que la femme lui a dites, c'était un avertissement, un truc du genre. Fais super attention à tes affaires, il y a des gens très méchants. Quelqu'un peut te voler. Veronica a pris ça pour des paroles gentilles et elle y a pas fait attention. Mais ensuite, la femme a commencé à lui demander où elle habitait, quel bus elle prenait, comment s'appelaient ses parents, ce qu'ils faisaient dans la vie, où elle allait. Les questions étaient vraiment bizarres, ça lui donnait un mauvais pressentiment. Alors, elle lui a menti sur tout, comme sa mère lui avait toujours dit de faire avec les inconnus. Et puis, la femme a commencé à raconter n'importe quoi sur sa vie perso, sans aucune logique dans ce qu'elle disait. Veronica ne comprenait rien à ce qu'elle racontait, comme si elle inventait des histoires au hasard et les reliait n'importe comment. Elle a vraiment senti qu'il y avait un truc qui clochait chez cette femme quand elle la regardait de plus près. Son visage était bizarre, elle regardait presque le ciel, ses yeux s'ouvraient en grand quand elle disait des trucs sans queue ni tête, et elle avait l'air complètement décoiffée, ce qu'elle n'avait pas remarqué avant. Franchement, Veronica a cru qu'elle souffrait de schizophrénie ou un truc dans le genre. Et puis, la femme a commencé à se rapprocher d'elle, à envahir son espace perso. Et elle répétait sans arrêt le même avertissement qu'au début. Veronica a commencé à avoir peur et s'est éloignée d'elle. Même une autre femme qui a vu la scène a semblé super surprise. À un moment donné, la femme l'a coincée et s'est approchée tellement près de son visage que Veronica a eu l'impression de se faire harceler. Et bien évidemment, quand Veronica a dit quel bus elle allait prendre, la femme a tout de suite dit qu'elle allait prendre le même bus. Alors qu'avant, elle avait dit qu'elle allait ailleurs. Elle a inventé sur le coup qu'elle allait rendre visite à son frère et que c'est pour ça qu'elle prendrait ce bus avec elle. Là, Veronica lui a dit qu'elle pensait qu'il valait mieux qu'elle marche parce que le bus mettait trop de temps. Mais la femme ne l'a pas laissé partir. Et quand Veronica a insisté pour y aller, la femme lui a dit qu'elle l'accompagnerait parce qu'elle allait au même endroit. Mais comment ça, elle allait au même endroit? Veronica n'a pas compris, finalement déjà bien stressée et flippée, elle lui a dit qu'elle allait marcher, elle lui a dit au revoir en faisant genre d'être sympa. Et là, elle a juste marché pour s'en aller et la femme a commencé à la suivre derrière pendant un pâté de maison. Quand Veronica a tourné pour changer de rue, elle a dû courir sans même faire attention au gâteau jusqu'à ce qu'elle la perde de vue. Elle a dû zapper quelques détails pour faire court, mais elle a eu l'impression que si la femme n'avait pas l'intention de l'agresser sur le moment, peut-être qu'elle attendait qu'elle soit seule quelque part pour pouvoir faire un truc encore pire. Des fois, ce sont des techniques d'enlèvement au Mexique, où il y a plusieurs personnes impliquées là-dedans. Heureusement, c'était l'après-midi et il y avait plein de monde qui se baladait, mais Veronica ne sait pas ce qui se serait passé si elle était montée dans le bus. Est-ce que la femme l'aurait suivie jusqu'où pour faire quoi? Et ben voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread. Alors my bad, j'ai dit la femme alors que c'était pas une femme du tout, je pense que c'est plus une ado, peut-être même petite fille, je sais pas trop. On sait pas trop l'âge, on n'a pas l'âge, donc c'est pour ça au début je dis femme parce que je me souvenais plus de l'histoire. Mais non, ça a l'air plus d'être une ado, je dirais. Voilà. Bon, on passe au prochain thread. Et ben vous savez quoi, Judith s'est souvenue d'une histoire qu'elle avait complètement zappée jusqu'à il y a pas longtemps. Elle en parlait avec une copine de maternelle et paf, ça lui est revenu en mémoire. Apparemment, elle était bien paniquée quand elle l'a raconté et Judith aussi en y repensant. Ça s'est passé il y a 7 ou 8 ans.
Donc certains détails sont un peu flous, mais elle s'en souvient assez bien quand même. Bon, le contexte ça peut paraître pas important, mais sa famille venait juste d'emménager en Amérique. Et il louait le haut d'une maison de banlieue normale dans un cul-de-sac, plutôt tranquille. Vous voyez le truc pavillonnaire américain classique quoi. Judith avait des potes, des triplés carrément, à genre 3 ou 4 maisons de chez elle, vraiment pas loin. Donc tous les jours, elle allait traîner avec eux. Et vers 9 ou 10 heures du soir, son grand frère, il devait avoir 11 ou 12 ans, faisait les 2 minutes à pied pour venir la chercher. Et la ramener à la maison vu qu'elle était encore petite. Un soir, il est venu la chercher comme d'hab, le soleil était pas complètement couché, mais il commençait à faire bien sombre. Ils ont commencé à descendre l'allée comme d'habitude quand son frère a commencé à jeter des coups d'œil par-dessus son épaule. Judith n'a pas vraiment capté ce qui se passait jusqu'à ce qu'il la pousse violemment hors du trottoir et entre deux maisons. Chaque maison avait une énorme clôture qui séparait leur jardin. Pas le leur par contre, et il lui a fait s'accroupir derrière la clôture. Elle s'en souvient après avoir eu super peur, mais surtout être confuse parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Faut dire que son frère était un sacré farceur. Une fois, il lui avait fait croire que sa grande sœur avait planté sa voiture dans l'océan. Donc elle l'a pas vraiment cru quand il s'est retourné et a dit « Marche derrière les maisons, je crois que quelqu'un nous suit ». Maintenant qu'elle y repense, il essayait sûrement de la calmer. Mais le peu de calme qui restait dans son petit corps de 8 ans a disparu au moment où elle s'est retournée et a regardé. Le mec les avait suivis derrière les maisons et il était juste au bord, quelques maisons plus loin, près d'une autre clôture. Il portait un sweat à capuche noire avec la capuche relevée, un jogging noir et des baskets blanches. Judith a une assez mauvaise vue maintenant à cause des problèmes de santé. Mais à l'époque, c'était clair comme de l'eau de roche. Et elle pouvait voir avec une clarté terrifiante, genre il était juste là, la mâchoire ouverte. C'était flippant à mort. Elle se dit maintenant qu'il avait peut-être un problème médical qui affectait sa mâchoire. Ou peut-être qu'il était juste cinglé. Elle ne sait pas, mais à l'époque, elle aurait juré sur Dieu qu'elle voyait une sorte de démon. Bref, son frère, quand il l'a vu regarder et se préparer à paniquer, il lui a dit de courir aussi vite que possible jusqu'à leur maison. Et ils ont foncé. Aucun des deux n'a regardé en arrière, mais ils étaient terrifiés. Comme elle l'a dit, ils ne louaient que le haut de la maison. Donc le bas, avec la porte coulissante dans le jardin, appartenait à une autre locataire. Judith ne se souvient pas si elle était là ou pas. Mais elle se rappelle avoir tiré cette porte pour l'ouvrir et l'avoir verrouillée aussi vite que possible. Et quand elle a levé les yeux, il était là, dans le jardin, un peu loin de la porte, et il les regardait. Son frère et elle ont tout de suite prévenu leur sœur et leur mère. Malheureusement, leur père était en déplacement pro, mais il n'y a rien eu de concret jusqu'au lendemain. Ils sont allés retrouver leur père à son entrepôt qui avait une petite partie habitable au-dessus, où ils y ont traîné jusqu'à ce qu'ils soient prêts à rentrer à la maison avec eux. Vers la tombée de la nuit, il est arrivé et leur a dit qu'ils devraient peut-être attendre parce que la police était là. Il les a fait faire le tour de la petite zone pour leur montrer la police tout autour de l'arrière-cour des entrepôts. Il y en avait plusieurs alignés jusqu'à une camionnette blanche garée sur l'herbe à la lisière des bois. Comme elle l'a dit, Judith était assez jeune, donc elle ne se souvient pas de beaucoup de détails de ce qui s'est réellement passé. Mais elle se souvient que son père, qui n'avait pas été informé de la veille, leur a dit qu'ils avaient trouvé un homme et une femme dans la camionnette. L'homme avait, selon eux, la bouche grande ouverte. Il avait l'air vraiment perturbé en leur racontant toute l'histoire et ne voulait plus répondre à aucune question sur la femme. Peut-être qu'elle était morte, elle en a aucune idée. Elle sait qu'ils ont été arrêtés pour violation de domicile. Judith ne sait rien d'autre, elle n'a pas posé de questions à ce sujet et elle doute que son père s'en souvienne. Ça fait plus de 10 ans et il a presque 70 ans. Mais ça la fait flipper encore aujourd'hui. Elle n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Et elle n'a aucune réponse à ce sujet. Elle en a parlé brièvement à son frère en espérant qu'il s'en souvienne plus qu'elle, mais tout ce qu'elle a eu, c'est un long discours sur le problème médical dont souffrait probablement le type pour que sa bouche soit comme ça. Puisque oui, maintenant son frère est en médecine et forcément il lui parle des aspects techniques de tout ça. Parfois, elle se dit qu'il n'avait peut-être aucune mauvaise intention et qu'il était juste défoncé. Mais c'était dans le quartier le plus sûr du monde et ça n'explique pas pourquoi ni comment il s'est retrouvé sur le lieu de travail de son père. Et en plus de ça, maintenant il y a un petit edit. Si jamais ça intéresse, Judith elle a demandé un petit peu plus d'infos. Elle n'a pas trouvé grand chose mais elle a découvert pourquoi son père a déménagé de cet entrepôt. La police a trouvé un cadavre dans une voiture près de chez eux. Elle ne sait pas si c'était la même camionnette ou pas, ni quand ça s'est passé, mais voilà, l'info est là. Thread, ma foi, très flippante. En tout cas, est-ce qu'il y a une corrélation entre tout ça? J'en sais rien. On va passer au prochain thread.
Alors, avant de commencer, il faut poser un peu de contexte. Trinity, c'est une fille de 13 ans et ce qui lui est arrivé s'est déroulé à l'automne de l'année dernière. Sa sœur cadette Annie avait 7 ans à l'époque et son petit frère Brian en avait 5. Leurs grands-parents vivent près de la frontière de l'Oregon, du côté de l'État le plus proche de l'Idaho. Ouais, petit point géo avec Delcor. Merci. La maison des grands-parents a 2 chambres d'amis, une pour les enfants, une pour les parents. La chambre des grands-parents est proche de celle des enfants et leur placard partage un mur avec cette dernière. Bon, maintenant que tout est clair, voici ce qui s'est passé. L'automne dernier, les parents de Trinity ont laissé leurs enfants dormir de nuit chez les grands-parents. Les premiers jours, toute la famille vont voir la première moitié d'un rodéo local et tout se passe bien et en rentrant, la nuit est tout à fait normale. Le soir suivant, seuls les parents retournent voir la seconde partie du rodéo. La chambre des enfants contient un lit queen size, Annie dort par terre, Brian dort du côté le plus proche de la porte et Trinity dort à l'opposé, près du mur. Enfin, quand on dit qu'elle dort par terre, Annie dort sur un lit de camp, à quelques mètres du pied du lit. Il est environ 1h23 du matin. Trinity est sur son téléphone, regardant des vidéos inutiles dont elle ne se souviendra même pas 1 heure plus tard. Bon, tout le monde dort à part elle. Les parents sont toujours absents. Le problème avec la porte de leur chambre, c'est qu'elle est trop grande pour son cadre. Grand-père ne veut pas dépenser d'argent pour la remplacer, donc ils font avec. Elle se fait en main mais elle est très difficile à rouvrir et fait un bruit assourdissant. Trinity est absorbée par son écran quand elle entend des pas s'approcher. Elle pense que c'est sa grand-mère, instinctivement elle éteint son téléphone et fait semblant de dormir. Les yeux juste assez ouverts pour observer sans être repérée. Puis la porte commence à faire son bruit habituel de grattement, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Elle se tait 1 minute. Trinity suppose que sa grand-mère est entrée, mais soudain, un sifflement résonne. Quelqu'un passe sa main d'avant en arrière sur la tête de lit en métal. Trinity réalise qu'une silhouette bouge, faisant les 100 pas du pied gauche du lit au pied droit. Une ombre. Elle panique pour sa sœur et son frère, la silhouette continue son va-et-vient, puis s'arrête net. La silhouette se penche sur son petit frère qui dort paisiblement. Elle inspire longuement, puis se redresse et quitte calmement la pièce. Trinity entend la porte grincer à nouveau en se refermant. Et le sifflement cessait. Elle est secouée mais pas trop incrédule pour réagir immédiatement. Finalement, elle s'endort. Le lendemain matin, elle descend voir ses parents en train de petit déjeuner, luttant contre leur gueule de bois. La famille emballe ses affaires, charge la voiture et rentre chez eux après avoir dit au revoir aux grands-parents. De retour à la maison, pendant le repas du soir, Trinity raconte tout à ses parents. Sans surprise, ils ne la croient pas. Son père moqueur lui lance même: est-ce que t'es sûr qu'on devrait pas te faire passer un test de dépistage des petites substances? Malgré tout, Trinity sait qu'elle a vu quelque chose. Elle ne sait pas quoi exactement. Un esprit, une ombre, quelqu'un. Rien dans la présence de la chose n'était ouvertement menaçante. Mais cette chose était là. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, si c'était humanoïde ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un, pas quelqu'un. On sait pas. On n'en sait rien. En tout cas, très flippant. Prochain thread. Alors, avant de commencer ce thread, je vous fais un petit rappel. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça veut dire que vous avez kiffé la vidéo et que je n'en doute pas, vous kifferez les prochaines vidéos. Et si vous l'aviez oublié, je sais pas, on dit que vous étiez en train de cuisiner des petites tomates, vous aviez pas le temps pour mettre le pouce bleu, et ben n'hésitez pas à le mettre si vous l'avez pas mis. Voilà. Et maintenant, ce thread, c'est celui d'une abonnée. Salut Delcor, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Et toi? Je t'envoie ma petite histoire, à toi d'en juger si elle est assez flippante ou pas, mais moi, j'ai eu la trouille de ma vie. Je m'appelle mais je préfère rester anonyme. Je viens de Belgique, et voilà. Maintenant, je passe en 3e personne. Elle nous dit que, elle stresse pour un rien. Maintenant, sa plus grosse flip, c'est le noir. Elle a 22 ans et elle pionce avec une veilleuse. Bref, passons à son histoire de ouf. Un samedi de janvier 2025, la voilà qui se lève super tôt pour aller bosser. Faut savoir que pour aller au taf, elle dépend des transports. Son bus passe à 7h01 pile. C'est bien parce qu'en France, c'est pas pile hein. C'est aléatoire quoi. En tout cas, vers chez moi quoi. Du coup, elle se prépare et quitte sa chambre vers 6h45. Autant dire qu'il fait encore nuit noire, elle part avec la boule au ventre parce que marcher dans la rue dans le noir complet, ça la panique à mort. Mais bon, pas le choix, faut y aller. Arrivée à l'arrêt de bus vers 6h50, elle est un peu plus rassurée, même s'il n'y a personne d'autre qu'elle pour l'instant. 5 minutes après, elle aperçoit une dame au loin, sur son trottoir. Elle se dit que c'est juste une personne matinale qui va bosser ou autre, tranquille. Du coup, elle se rapproche du bord du trottoir pour que la dame puisse passer derrière elle sans la gêner. Jusque là, tout va bien.
La tête plongée dans son téléphone, elle ne fait pas plus attention que ça. Elle entend juste quelqu'un s'approcher et passer derrière elle. C'est la dame, normal. Allez, 2 minutes après, toujours sur Insta en mode vapote, elle se fait une drôle de réflexion. Elle se dit que c'est bizarre, elle a entendu la dame arriver, mais pas le bruit de ses pas quand elle est complètement passée derrière elle pour continuer son chemin. Et là, coup de stress, elle se retourne et la dame est juste derrière elle, à même pas 20 cm. Ce qui est super bizarre parce qu'elles sont à un arrêt de bus, il y a de la place, le trottoir n'est pas petit, donc elle ne comprend pas vraiment. À ce moment-là, la seule chose qu'elle dit à la dame, c'est un peu paniqué. « Oh, vous m'avez fait peur. Pardon, je vous avais pas vu. Vous avez toute la fumée de ma vapote sur vous. » En reculant de 2 pas, la dame ne répond rien, mais elle la regarde comme une folle. Puis à cet instant, Clémentine se sent mal. Elle regarde la dame et voit qu'elle a les mains derrière le dos, qu'elle serre les poings super fort et dans une main, elle a des clés. Elle entend le bruit des clés qui s'entrechoquent tellement la dame serre son poing. Par contre, son autre main, elle voit pas ce qu'il y a dedans et elle est cachée. Il faut que vous compreniez qu'il fait toujours noir, donc son stress est puissance 1000. Elle commence à se sentir super mal à l'aise parce que la dame la fixe sans rien dire, jusqu'au moment où elle le demande. Vous vous arrêtez où avec le bus? Et il arrive dans combien de temps? Clémentine pense que c'est le stress parce qu'elle lui répond l'arrêt exact où elle descend et lui dit d'attendre, qu'elle va regarder sur l'appli. Et comme par hasard, l'appli bug. Le temps qu'elle ferme et rouvre l'appli, elle voit le bus au loin et dit « Ah bah le voilà !» Pendant que le bus arrive, la dame la fixait avec un regard insistant et regardait le bus avancer, en mode ping-pong. Vous voyez le genre, elle la regarde, puis regarde le bus et ainsi de suite. Et elle s'avance légèrement. Gros coup de stress pour Clémentine. Elle se dit qu'elle va la laisser passer en premier pour se rassurer, se dire qu'elle exagère, que la dame n'a rien dans son autre main, que c'est juste une femme un peu bizarre mais qui ne lui veut pas de mal, que c'est son imagination. Que pour la dame, c'était peut-être normal de se coller comme ça et qu'elle n'est pas très bavarde. Donc elle s'exécute, les portes du bus s'ouvrent et elle fait de la place pour laisser passer madame. Mais la dame la regarde et ne bouge pas. Clémentine se dit merde, elle monte pas. Du coup, elle se faufile en vitesse dans le bus parce qu'elle se dit que si la dame l'agresse ou l'attrape pendant qu'elle monte dos à elle, c'est la cata. Mais la dame ne bouge toujours pas. Clémentine s'assoit dans le bus et regarde la dame avec de l'incompréhension pendant que celle-ci la fixe et lui fait un grand sourire flippant, genre film d'horreur total. Voilà, toute son histoire s'arrête là, elle a flippé sa race et ça a été les minutes les plus longues de sa vie. Pour elle, c'est pas normal qu'une personne se colle à quelqu'un dans le noir alors qu'elle est de dos, sans faire de bruit ni rien jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive. Pour elle, c'est pas humain, faut être taré. C'était forcément pour faire peur et rien d'autre. Les questions qui la taraudent, c'est à quoi pensait cette dame? Qu'est-ce qu'elle avait dans son autre main? Quel était son but? Ou pire, et si le bus était arrivé en retard? Voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire de notre abonné. Encore un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Et si toi aussi tu veux me partager une histoire, eh bien ça se passe sur delcorstory@gmail.com. Je préviens de suite, je suis un peu lent à répondre bien sûr. J'ai plein de choses à faire en ce moment. Imaginez, vous faites une rencontre sur Tinder et tout se passe bien. En surface certes, mais tout se passe bien. Et puis, plus la relation avance, et plus ça devient bizarre. Le comportement de cette personne ne semble pas du tout approprié au monde actuel. Les red flags pop de partout, des red flags vraiment dérangeants. Le gars a un comportement, bon, je peux pas vous en dire plus, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais ça, je vous invite à rester avec moi pour découvrir tout ça. Et on perd pas de temps, puisqu'au début, Violette est assise sur son canapé, enroulée dans une petite couverture, le téléphone à la main. La pluie tape contre la fenêtre et l'ennui commence à la ronger. Ça fait des mois qu'elle est sur Tinder, mais elle cherche pas vraiment l'amour. Elle a pas envie de grandes déclarations, ni de promesses vides. Ce qu'elle veut, c'est simple. C'est des soirées légères, un peu de compagnie et peut-être quelqu'un pour réchauffer ses draps. Et bien ce soir-là, ça tombe bien. Elle tombe sur Tommy. Sa photo de profil n'a rien de spécial. C'est un mec brun, les cheveux un peu en bataille, un sourire discret. Il a pas l'air du genre à poser avec des voitures de sport ou torse nu dans sa salle de bain. Et ça, pour elle, c'est déjà un bon point. Elle lit alors sa bio et c'est écrit « Passionnée de films d'horreur et de randonnée. Ici pour rencontrer des gens sympas. » Elle hésite une seconde, puis elle swipe à droite. Quelques minutes plus tard, il y a le fameux « It's a match ». La conversation commence de façon tout ce qu'il y a de plus banal. Il lui demande ce qu'elle aime faire et elle lui parle de ses soirées Netflix. Elle lui parle de ses week-ends où elle ne fait rien de productif. Mais bon elle chill. Lui, il lui parle de ses randonnées en montagne, de sa collection de vieilles VHS
il semble poli mais un petit peu réservé. Bon, ça change quand même des gars un petit peu lourds qui balancent des « Ah, t'es trop belle, viens chez moi, on va faire ce que tu penses ». Et tout ça dès le deuxième message. Du coup, ils discutent ensemble pendant quelques jours et elle décide de lui donner une chance. Après tout, il a pas l'air bizarre. Et ça, c'est pour l'instant, je peux vous le dire. Ils se donnent rendez-vous dans un petit bar du centre-ville et Violette arrive en première. Elle commande une bière et elle scrolle sur son téléphone en attendant. Quand Tommy arrive, elle est agréablement surprise. Il ressemble à ses photos, ce qui est déjà un exploit sur Tinder. Il est un peu plus grand qu'elle, avec une veste en jean usée et des baskets qui ont clairement fait leur temps. Ils passent la soirée à discuter, Tommy n'est pas très bavard, mais il a un humour un peu sec qui la fait rire. Il raconte une histoire sur une randonnée où il s'est perdu pendant 3 heures parce qu'il avait oublié de recharger son téléphone qui fait également office de GPS. Et de boussole et de tout le tralala. Elle se sent bien, il n'y a pas l'étincelle magique ou quoi, mais ça va, c'est confortable et c'est exactement ce qu'elle cherche en vrai. Quand il lui propose de la raccompagner chez elle, elle accepte. Pas parce qu'elle a besoin d'être accompagnée, mais parce qu'elle veut voir s'il est aussi bien dans un moment un petit peu plus intime. Ils arrivent devant son immeuble et elle hésite. Il a pas l'air du genre à tenter un truc déplacé. Mais Violette préfère jouer la carte de la prudence. Elle lui dit bonne nuit et disparaît dans son appartement. Au final, pas de moment discret. Le lendemain, elle reçoit un message de Tommy. « Eh, hier c'était cool. Ça te dirait qu'on se revoit bientôt ?» Elle hésite, mais elle finit par répondre. « Ouais, pourquoi pas ce week-end ?» Bon, le week-end arrive vite, Tommy lui propose de passer chez lui pour une soirée tranquille. Violette hésite un peu, aller chez quelqu'un qu'elle connaît à peine, c'est toujours un pari. Mais Tommy a l'air réglo et elle a rien de prévu. Bon, Violette enfile un jean et un petit pull confortable, elle attrape une bouteille de vin et prend un Uber jusqu'à son adresse. Son appartement, il est exactement comme elle l'imaginait. Un peu bordélique, mais pas au point d'être dégoûtant comme on a vu dans certains threads. C'est pas le bordel total. C'est juste le petit bordel de y a un petit truc qui traîne par-ci par-là. Par contre, il y a quand même une odeur étrange en entrant. Quelque chose de légèrement rance. Et elle se dit que c'est sûrement une vieille pizza oubliée quelque part. Tommy lui fait un petit tour rapide. Il y a un salon avec un canapé fatigué et une télé assez minuscule. Une cuisine où s'entassent des mugs et des assiettes sales. Une chambre dont la porte est fermée, mais ça, ils en parlent pas. Violette remarque un détail bizarre tout de suite. Il y a un chat roux assis dans un coin. Le truc, c'est qu'il bouge pas. Il la fixe, les yeux grands ouverts, comme s'il était choqué de la voir. Du coup, elle lui fait « Hey, c'est ton chat ?» Ouais, c'est Pumpkin, il est pas très sociable en vrai. La soirée se passe sans accroc, ils mangent des pizzas sur le canapé, ils boivent un peu de vin et regardent un vieux film d'horreur des années 80. Elle trouve ça ringard, mais Tommy semble fasciné. À un moment, il lui raconte que sa collection de VHS vient d'un vide-grenier où il a tout acheté pour 10 $. Oh, t'aurais vu, il y avait v'là les cassettes. Il y avait même une cassette sans étiquette. Elle était ultra mystérieuse, mais malheureusement, elle était pétée. J'avais trop le démon. Bon, Violette, elle sourit poliment, mais elle commence à remarquer qu'il parle beaucoup de trucs un peu étranges. Bon, cette soirée se finit, sans accroche. Elle arrive à rentrer chez elle. On ne sait pas si s'est passé plus de choses cette soirée-là. Je pourrais pas vous le dire. Après ça, ils se voient plusieurs fois et Tommy, il aime bien ces soirées-là. Parfois, c'est chez lui et parfois, c'est chez elle. Bon, en vrai, à force, elle commence à s'habituer à ses petites manies. Comme son obsession pour les chaussettes dépareillées ou sa façon de rire à des moments qui sont pas forcément drôles en fait. C'est un peu comme s'il était en décalé. Mais à chaque visite chez lui, elle remarque un nouveau truc qui la dérange un peu. Une fois, Violette ouvre son frigo pour prendre une bière et tombe sur un bocal rempli de cheveux. Elle reste figée quelques secondes avant qu'il ne s'approche. « Oh ça ? Oh t'inquiète pas, c'est une vieille blague avec un pote. » Il lui dit ça de façon un peu gênée et elle se pose pas plus de questions au début. Une autre fois, elle le surprend dans le salon en train de faire pipi dans une chaussure. Elle éclate de rire, persuadée qu'il est en train de déconner, mais Tommy reste sérieux. « C'est pour réchauffer mes pieds. T'inquiète, je te jure, ça marche. » Et il dit ça d'une façon ultra calme, comme si c'était normal en fait. Violette commence à lui répondre, mais au final, il n'y a rien qui sort de sa bouche. Malgré tout ça, elle continue à le voir. Pourquoi? Moi, j'en sais rien. Elle se dit qu'il est peut-être juste un peu bizarre, mais pas dangereux. Ou peut-être parce qu'elle s'ennuie. Ou peut-être parce qu'elle veut voir jusqu'où ça peut aller. Elle est peut-être juste un peu sadomaso sur les bords. Mais bon, bref, continuons. Les semaines passent et elle passe de plus en plus de temps chez Tommy. Pourtant, à chaque visite, il y a un nouveau détail qui la met mal à l'aise. Des trucs qu'elle essaye de rationaliser, mais qui commencent à s'accumuler. Un soir, Tommy lui propose une soirée cinéma maison. Elle pense qu'ils vont regarder un film classique, mais il sort une cassette étrange de sa collection. C'est un truc rare. Pas sûr que tu sois prête pour ça.
Violette rigole, pensant qu'il bluffe, mais quand il met la cassette, elle se fige. Ce film, c'est pas un film normal, c'est un film pour adultes. Pas de scénario, pas de musique, juste des scènes crues, mal filmées et presque dérangeantes. Tommy, lui, éclate de rire à plusieurs reprises. Pas un petit rire gêné, non, un vrai fou rire. Comme s'il était en train de regarder une comédie. Ah, regarde celui-là, on dirait qu'elle va s'étouffer. C'est hilarant, tu trouves pas? Alors là, comment vous dire qu'elle sait pas quoi répondre? Violette est partagée entre l'envie de partir sur le champ et celle de rester pour essayer de comprendre ce qu'il a dans la tête. Un autre jour, elle décide de cuisiner chez lui. Elle ouvre un tiroir pour chercher un couteau et tombe sur un sachet en plastique rempli de quelque chose de visqueux. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien, juste un truc que j'ai trouvé dans la rue. J'aime bien garder des souvenirs. Et il lui dit ça comme si c'était la chose la plus normale au monde. Violette referme le tiroir sans insister. Mais le clou du spectacle arrive un soir où il lui propose de dîner ensemble encore. Il prépare des burgers, mais au lieu d'un accompagnement classique, ils mettent des frites dans du café. Et pour couronner le tout, il sort une bouteille de ketchup qu'il verse généreusement sur un gâteau au chocolat. T'as jamais essayé? C'est super bon pourtant. Et quand il lui dit ça, il vient d'enfourner le gâteau au chocolat avec du ketchup dans la bouche. Ok, elle se force à sourire, mais dans sa tête, elle se demande ce qu'elle fait encore là. Et nous tous, on se demande la même chose, voire même pire. Mais ce qui la dérange le plus, c'est cette porte fermée dans l'appartement. À chaque fois qu'elle passe devant, elle a l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Une fois, elle entend un bruit étrange, comme un raclement ou un souffle. Ouais, t'inquiète pas, là-dedans, il y a juste une vieille armoire et c'est tout. Il lui répond à peu près toujours ça quand elle pose la question. Mais elle, elle est pas forcément convaincue. Ce soir-là, Violette rentre chez elle plus tôt que prévu, prétextant un petit mal de tête. Une fois seule, elle commence à repenser à tout ce qu'elle a vu chez Tommy. Les cheveux dans le bocal, les habitudes alimentaires un petit peu absurdes, le film bizarre et cette porte. Enfin, j'ai envie de dire, mais bon. Pour la première fois, elle se demande si elle n'a pas fait une énorme erreur en continuant de le fréquenter. Malgré ses doutes, elle retourne chez Tommy. Elle se dit qu'elle exagère, qu'elle se monte la tête pour rien. Après tout, il a jamais été violent, jamais menaçant. Il est un peu étrange, oui, mais est-ce que c'est suffisant pour arrêter de le voir? Ce soir-là, pourtant, quelque chose cloche dès son arrivée. Tommy semble nerveux, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Il fait des allers-retours entre la cuisine et le salon, évitant de croiser son regard. Ça va? Et tout va bien? Ouais, juste une journée un peu longue. Il lui répond sans vraiment la regarder. Bon, pendant qu'il prépare à manger, Violette décide de fouiller un peu. Pas par méfiance, mais par curiosité. Elle ouvre les tiroirs de la commode du salon, tombe sur des trucs anodins, des piles, des câbles, des papiers. Mais en fouillant un petit peu, elle s'approche de la fameuse porte fermée. Elle sent son cœur s'accélérer. Pourtant, quelque chose dans cette porte l'obsède. « Tu fais quoi ?» La voix de Tommy la fait sursauter. Violette se retourne brusquement et le voit. Debout derrière elle, une spatule à la main. Il sourit, mais ses yeux sont durs. « Rien, je regardais juste. T'as jamais voulu me montrer ce qu'il y a là-dedans. Je te l'ai dit, c'est juste une pièce pour stocker des trucs, c'est rien d'intéressant. » Mais il reste planté là, comme s'il voulait s'assurer qu'elle ne l'ouvre pas. Après le dîner, Tommy propose de regarder un film. Violette accepte, mais son esprit reste focalisé sur cette porte. À un moment, il s'endort sur le canapé. Elle hésite, regarde l'heure, il est à peu près minuit. C'est maintenant ou jamais. Elle se lève doucement et marche vers la porte. Chaque pas lui semble plus lourd que le précédent. Elle pose la main sur la poignée. Elle est froide, comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. Elle tourne lentement. La porte grince en s'ouvrant, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. Violette cherche l'interrupteur, mais ne le trouve pas. Alors, elle sort son téléphone et allume le flash. Ce qu'elle voit la laisse sans voix. La pièce est vide, à l'exception d'un matelas posé à même le sol, recouvert de vieilles couvertures. Les murs sont tapissés de photos, des dizaines, peut-être même des centaines de photos d'elle. Oui, certaines datent de leur première rencontre, mais d'autres sont bien plus anciennes. Des clichés d'elle dans la rue, à son travail, dans des endroits où elle n'avait jamais remarqué sa présence. Et au centre du mur, une photo d'elle, prise ce matin, alors qu'elle sortait de chez elle. Elle contemple ce mur, si je puis dire, et voit qu'il n'y a pas que des photos d'elle. Il y a des photos d'une autre fille. Elle ne sait pas du tout qui c'est, mais c'est plus ou moins le même style de photo. Le style de photo carrément stalking. Violette sent sa gorge se nouer, son cœur battre à tout rompre. Elle recule d'un pas, mais trébuche sur quelque chose au sol. Elle baisse les yeux et voit un collier.
un collier qui appartenait à Pumpkin, le chat qu'elle ne voit plus depuis bien longtemps. Je savais que tu finirais par regarder. Violet se retourne brusquement, son téléphone tremblant dans la main. Tommy est là, debout dans l'ombre, les bras croisés. Il la regarde avec un mélange de calme inquiétant et d'amusement. Y a pas de souci, je peux tout expliquer. Moi je m'en fous. Là, son cœur bat à toute vitesse, mais elle essaye de garder son sang-froid. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Tommy? Pourquoi t'as ces photos? Il est où ton chat d'ailleurs? Il s'avance doucement, les mains levées, comme pour la calmer. T'énerve pas, c'est pas ce que tu crois, je suis pas un fou. Les photos, c'est juste un truc que je fais, j'aime capturer des moments. Et Pumpkin? Moi, il va bien, il est juste ailleurs. Mais ailleurs où? Il se met à soupirer, comme si sa question là, c'était un petit caprice. T'inquiète pas pour ça, ce qui compte, c'est que je t'aime bien. Je veux juste qu'on soit proche, très proche même. Elle recule instinctivement, mais il bloque la sortie. Elle sent que les choses basculent. Tout dans son attitude, dans son regard, lui hurle qu'il n'est pas aussi inoffensif qu'il le semblait. Je vais partir, Tommy, maintenant. Il secoue la tête avec un sourire tordu aux lèvres. Tu peux pas partir? Pas encore. On a encore tellement de choses à vivre ensemble. Violet panique, cherchant une issue. Son téléphone est toujours dans sa main, mais elle sait que ça suffira pas. Alors, elle fait la seule chose qui lui passe par la tête. Elle balance son téléphone dans sa direction. Tommy esquive, il est surpris, et c'est tout ce dont elle a besoin. Elle court vers la porte d'entrée, mais il la rattrape avant qu'elle ne puisse l'ouvrir. Arrête! T'es en train de gâcher tout ce qu'on a. Il lui hurle ça en la tirant par le bras. Elle se débat, criant de toutes ses forces, et lui l'emmène dans le salon. Elle essaye de se débattre encore et toujours, et ses doigts attrapent un vase sur une étagère. Elle cherche pas à comprendre. Elle le fracasse sur sa tête. Tommy vacille, groggy, et elle en profite pour ouvrir la porte et s'enfuir dans la nuit. Heureusement, les clés étaient sur la porte. Violet court dans la rue, sans se retourner, sans s'arrêter. Elle a le souffle court, mais elle continue. Elle finit par s'arrêter dans une station-service où elle appelle la police avec le téléphone du caissier. Puisque oui, je vous le rappelle, elle a balancé son téléphone sur le mec. S'il vous plaît, venez à telle adresse. Il y a un gars, il est trop chelou, j'étais en couple avec lui, mais... Non, là c'est trop. Il me stalk, il a des photos de moi, il m'a retenu chez lui. C'est à peu près les mots qu'elle a dit à l'opératrice au bout du fil. Elle se souvient pas de tout, mais elle essaye quand même de reconstituer l'histoire. L'opératrice essaye de la calmer, lui fait comprendre qu'elle est plus ou moins en sécurité dans cette station-service et que maintenant, la police va débarquer chez ce gars. Sauf que malheureusement, la police va débarquer dans la station-service. Et ils vont lui dire que quand ils sont arrivés chez lui, il n'était pas là. Mais la police la croit totalement puisque en inspectant les lieux, ils ont effectivement trouvé cette fameuse pièce. Et l'un des policiers lui fait même comprendre qu'elle a de la chance de s'en être tirée vivante. Parce que vu le profil comme ça, normalement, ça finit pas dans un thread d'horreur, mais plus dans un true crime. Et après cet événement, elle a déménagé chez ses parents, puisque si vous vous souvenez, il a stalké H24. Enfin, du moins, c'est plus ou moins ce qu'on comprend. Du coup, elle avait peur qu'il fasse une dinguerie quand elle sorte de chez elle. Elle se sent un peu plus en sécurité en étant chez ses parents, mais pas forcément totalement en sécurité. Puisque vu le profil, le gars peut totalement la stalker chez ses parents. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle espère juste une chose, c'est qu'il est passé à une autre victime. Et ça, elle le dit normal. Elle préfère que ce soit une autre personne que elle. Et dans les commentaires, les gens lui demandent est-ce que t'as porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, qu'elle l'a juste bloqué de partout et que voilà. Depuis, elle l'a plus revu et qu'elle veut jamais le revoir. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, elle aurait pu porter plainte, c'est toujours pareil, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est juste que le gars, sûrement, il continue ses conneries, mais voilà, elle veut juste que elle l'a écrit, elle veut juste qu'il trouve une autre victime. Bon, voilà, après, ça n'empêche pas ce qu'elle a vécu, ce qui est assez horrible. Le mec est juste trop chelou. Je vous avais mis un petit tease sur Insta, j'avais fait une story pendant que je tournais le truc où un moment il pisse dans sa chaussure. Elle, les red flags, elle en a rien à foutre. Vraiment, des fois, je me dis, mais non, mais je comprends, tu sais, on a tous des tolérances à certaines choses. Ok, tu vois, par exemple, il y en a, ils vont pas pouvoir sortir avec quelqu'un qui fume, par exemple. Chacun son degré de tolérance, tu vois. Moi, je veux pas quelqu'un qui fume, ok. En barre, voilà, comme ça. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais là, le mec, quand même, pisse il pisse dans ses choses. Je suis pas censé rigoler, mais des fois, je vous jure, il y a des threads, c'est lunaire, j'en peux plus des fois. C'est comme là, cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vue. Voilà, je vous la mets là. C'est aussi du Tinder en ce moment, je sais pas, il y a pas mal de threads Tinder, et en plus je voulais kiffer, donc tant mieux, j'en profite. L'histoire 3 de cette vidéo, les gens comprennent pas, c'est vrai que la pauvre, il lui
Il arrive que des dingueries, c'est tout lunaire, vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir tout de suite, après celle-ci quoi. Bon, histoire trop kiffante, on va passer à la prochaine. Alors, avant que commence ce second thread d'horreur, petite intro pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Delcor. Ceux qui me connaissent, ils se disent c'est Delcor, on sait quelle intro il va faire. Ah, ça doit être marrant ça quand vous dites. Ah, il va faire ça, là il va nous dire combien de threads d'horreur dans la vidéo. Et normalement, il y en a 8, même si je crois que j'ai abusé totalement dans le truc. À mon avis, il y en a peut-être moins de 8. Au grand max, il y en a 8. Voilà, si vous en avez 8, tant mieux. Mais je pense pas. Je pense qu'à mon avis, c'est un petit peu trop long. Je voulais vous remercier. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, on a dépassé les 47 000 abonnés. Enfin, moi, quand je tourne, il est 46 963, je crois. Donc, je pense que d'ici que vous ayez la vidéo, on aura dépassé les 47 000, j'espère. Donc, franchement, un grand merci à vous. Et il en manque encore 3 000 et on sera à 50 000. Franchement, trop content. On sera à la moitié des 100 000. Et après, on aura le cadre. YouTube nous dira « Oh, t'existes ». On aura ce truc-là. « Oh, on sait que t'existes un petit peu. » Tu vois. C'est ça le truc. Honnêtement, c'est ça. Je vous le dis, avant 100 000, ils savent même pas que t'existes. Bref, n'hésitez pas. En ce moment, ça marche plutôt bien la chaîne. Et ça marche surtout. Enfin, moi, je sais pas pourquoi. Enfin, vous kiffez parce que les threads sont bien, j'imagine. Et surtout, je vous demande les pouces bleus en ce moment. Et c'est vrai qu'on voit un impact. Tu vois, quand vous dépassez les 1000, c'est vrai que ça, moi, l'algo, je pense qu'il fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. Je vais pas vous prendre plus de temps. Parce que déjà, l'intro, je pense qu'elle est un petit peu longue. Et on va partir sur ce second thread. Nicolas raconte une histoire qui lui est arrivée il y a quelques années avec un ami. La maison de son ami est de plein pied avec un grenier qui occupe toute la surface. Presque tout se passe dans une seule pièce, la buanderie. Au début, son ami lui avait dit avoir entendu du bruit dans sa buanderie. Mais rien d'alarmant car il y avait un chat dans la pièce, donc en soi, c'est plutôt normal. Le truc, c'est que le lendemain, il entend son enceinte Bluetooth s'allumer toute seule, puis s'éteindre immédiatement après. Le plus étrange, c'est que l'enceinte a fait ça plusieurs fois dans la journée. Quand Nicolas va chez son ami pour qu'il lui montre ce truc anormal avec son enceinte, il y croit pas. Mais en passant à côté de la porte qu'il ferme toujours à clé, il entend aussi l'enceinte s'allumer puis s'éteindre juste après. Ce soir-là, ils sont que deux et Nicolas dort chez son ami. Ils entendent l'enceinte s'allumer, mais cette fois, elle ne s'éteint pas. Terrorisés, ils veulent aller l'éteindre, mais la porte est fermée à clé et ils n'ont rien pour l'ouvrir. En retournant dans sa chambre, Nicolas demande à son ami s'il ne s'est pas connecté à l'enceinte sans faire exprès. Mais évidemment, non. En pleine nuit, alors qu'ils ne dorment pas, ils entendent une musique se lancer sur l'enceinte. C'est de la musique classique, mais pas comme ils la connaissent. Elle est lente et s'arrête 1 minute après. Puis, plus rien, jusqu'au lendemain. Quand les parents de son ami rentrent, ils n'en parlent pas. Nicolas ne sait toujours pas pourquoi, mais bref. 4 jours plus tard, ce sont les vacances et Nicolas retourne dormir chez son ami. Pendant la soirée, il entend des bruits de pas au loin et se dit que c'est son ami qui marche dans le couloir de sa chambre. Mais quand il va le voir, il est dans son lit, à fixer le plafond, en lui disant « Il y a quelqu'un dans le grenier ». Nicolas a aussi peur que son ami, mais il essaye de se détendre et de passer une bonne soirée. Cependant, pendant la nuit, l'enceinte se rallume et joue un autre morceau de musique classique pendant 5 bonnes minutes. Tout cela sans la présence des parents de son ami. Encore une fois, ils ne dorment pas de la nuit car ils entendent les bruits de pas dans tout le grenier, en plus de la musique sur l'enceinte. Le lendemain, il raconte tout à ses parents, qui barricadent la porte menant au grenier et appellent la police. Quand les policiers arrivent, ils entendent une voix d'homme en plus de celle des policiers et les voix descendent avec un homme que personne ne connaît. Il dormait là depuis plusieurs semaines. Ils ne savent toujours pas pourquoi ni comment il était là et ils se demandent ce qu'il allait faire s'il trouvait un moyen d'aller ailleurs que dans la buanderie. C'est comme ça que se finit ce petit thread. Petit thread, mais moi que j'adore, hein, les intrusions, les mecs, t'es en mode putain, il y a quelqu'un chez moi ou quoi comment ça se passe vraiment, tu te dis, alors là, on est 2 dans la maison. Quand ça passe à 3, c'est qu'il y a un problème. Soit t'as adopté un animal, soit... moi j'adore les intrusions, les machins. Ça va aller vite, hein. Là ça allait vite le petit thread, mais vraiment trop cool. Moi j'adore. Je sais pas vous, mais... Enfin j'adore, je veux pas que ça m'arrive. Mais bon, moi ça peut pas trop m'arriver. Pareil, Cookie, je veux dire, le mec il va pas faire long feu, il va se cacher, il va faire... Là, non, il y a un mec là. Juste, il y a un mec, donc non, ça marche pas. Alors, retente ailleurs. Hein. Bon allez, j'allais dire ciao. Non, prochain thread. La fille qui nous raconte ça est avec son ami dans un parking sombre, près d'un lac de sa ville. Le lac est entouré de plusieurs parkings et d'arbres. Plus on s'approche du lac, plus on s'éloigne de la route principale qui permet de sortir de la zone boisée. Sa voiture est garée à 5 mètres de l'eau face au lac. Ils sont là depuis une dizaine de minutes à écouter de la musique et à discuter. Dahlia est au volant mais le moteur est éteint. Tout à coup, son ami qui regarde par la fenêtre côté conducteur lui demande « C'est moi ou est-ce qu'il y a un homme là-bas ?»
Elle rigole et regarde devant elle. Tout ce qu'elle voit, c'est le lac sombre. Donc non, c'est ce qu'elle répond. Mais son ami pointe du doigt la fenêtre côté conducteur. Dahlia tourne la tête et voit un homme debout à une dizaine de mètres. Il porte un masque de chat qui couvre la moitié supérieure de son visage. Il la fixe immobile. Son cœur s'emballe, la façon dont cet homme se tient là, sans bouger, caché derrière ce masque, est terrifiante. Dahlia démarre sa voiture en panique. L'homme se met à courir vers sa portière côté conducteur à pleine vitesse. Heureusement, les portes sont verrouillées et il n'a aucune chance contre la voiture. Mais à peine a-t-elle poussé un petit soupir de soulagement qu'elle aperçoit dans le rétroviseur un utilitaire blanc qui la suit de près. La zone est boisée avec des chemins de terre et plusieurs virages. Dahlia ne connaît pas bien l'endroit. À chaque tournant qu'elle prend, toujours le mauvais malheureusement, la voiture blanche continue de les suivre. Elle et son ami crient, paniquent, ils n'ont aucune idée de ce que ces gens leur veulent. Puis le pire arrive, elle prend un virage qui l'amène à un parking sans issue. L'utilitaire blanc se gare en travers, lui bloquant l'accès à la sortie. Dahlia sent la peur lui tordre le ventre. L'homme masqué sort de la forêt et fonce vers la voiture. Elle tourne brusquement le volant, le frôlant presque, et réussit à se faufiler devant l'utilitaire garé en travers. Elle fonce, cette fois dans la bonne direction, et retrouve enfin la route principale. Mais ce qui la hante le plus maintenant, c'est cette question. Qu'est-ce qu'il voulait ? Ça ressemblait clairement pas à une simple farce. Pas après toute cette poursuite et cette tentative de les coincer. Elle n'a aucune idée de ce qu'ils avaient dans leur voiture. Est-ce que c'était une tentative de vol ? Peut-être, mais si c'était le cas, il y avait sûrement des moyens plus simples de s'y prendre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread. Petit thread mais intense. Vraiment, alors là je peux vous dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Oui, elle portait un t-shirt rouge, nanani, nanana. Ah non, là ça y va. Bam, 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 elle n'est pas étudiante. Bah oui, mais pourquoi un masque de chat ? Enfin, de chat, elle est pas sûre, elle a mis entre parenthèses. Mais j'ai pas fait les guillemets parce qu'elle est pas sûre. C'était peut-être un masque de chat, du moins c'est ce qu'elle voit à distance. Mais moi je vois trop, quand ils font les cambriolages, ils mettent des masques chelous. Bah moi je vois ça dans ma tête. Pourquoi ? Ouais, sûrement. Et je vois pas pourquoi le vol. Le vol, je me dis, tu mettais pas le masque de chat, tu arrivais par derrière, tu sais. Hop, t'arrivais, tu longeais la voiture et paf, tu rentrais. Tu vois ce que je veux dire ? Là, te faire voir. Tu sais, c'est bien les trucs de prédateurs et tout. Bref, trop bien. On passe au prochain. Elliot, âgé de 16 ans, rencontre un garçon dans sa rue. Ce dernier lui dit qu'il l'a vu dans le coin et qu'ils devraient sortir ensemble. Bon, Elliot il se dit pourquoi pas, il lui donne son numéro et lui dit de le contacter. La semaine suivante, Elliot reçoit un SMS de ce garçon lui demandant s'il veut jouer au basket. Bon, bien sûr que oui, le garçon lui demande s'il fume de la cigarette magique. Ce à quoi Elliot répond oui et il lui demande d'en apporter. Elliot amène quelques amis car ils vont faire du sport. Pour être honnête, il est vraiment défoncé quand il arrive. C'est un peu en dehors de leur quartier, mais c'est pas un mauvais quartier, donc ça le dérange pas. Et là, quand il arrive, il tombe sur un gang. Il leur tend une embuscade dès qu'ils sortent de la voiture. Ils les battent violemment, lui et ses deux amis. Et c'est Elliot qui est le plus mal en point. Ils sont 3 contre chacun d'eux. C'est du 9 contre 3. Il poignarde son meilleur ami et il nous écrit entre parenthèses que c'est pas très grave, supposant que tant que c'est pas lui, voilà. Ils vont même l'étrangler jusqu'à ce qu'il perde connaissance et il pointe un pistolet sur sa tête et l'assomme. Ils fouillent ses poches et prennent son téléphone portable et son portefeuille. Elliot, il nous dit qu'à un moment, il s'est même vu mourir parce que littéralement, quand il s'est réveillé, il s'est chié dessus. Il est également trempé de son propre sang. Son nez est cassé, ses deux yeux enflent et se ferment tout seuls. Ils doivent le réveiller parce qu'il conduit une boîte manuelle et personne ne peut conduire sa voiture. Pour vous dire, c'était tellement grave que l'agresseur a dû littéralement le réanimer pour qu'il puisse partir. Elliot s'arrête à une station-service parce qu'il a de la merde dans son pantalon et qu'il peut pas voir avec du sang dans les yeux. Dès qu'il entre, il dit « Où sont les toilettes ?» Le gars lui montre le chemin, il se nettoie du mieux qu'il peut, puis rentre chez lui, en voiture. De retour chez lui, Elliot appelle la police et prend une douche. Les policiers pensent évidemment que c'est sa faute d'avoir été idiot. Le truc, c'est qu'il y a un agent de police qui arrive et qui lui dit qu'il sait exactement qui l'a volé, parce que c'est pas très dur dans le quartier de savoir qui a fait ça. 2 mois plus tard, les policiers frappent à la porte. Sa mère, très pro-police, leur dit qu'il dort dans sa chambre et les envoie le réveiller. Ils réveillent Elliot en lui montrant des photos et lui disent « Tu le reconnais là ?» En gros, quand ils l'interrogent, c'est pour lui dire pourquoi son téléphone a servi carrément dans des homicides. C'est sûrement bipé au montage le mot, mais si tu comprends qu'il est bipé, c'est que voilà. Son téléphone a servi pour des actes, là c'est carrément, il n'y a plus de retour en arrière, c'est
ce que je veux dire. Son téléphone a servi à ça, à commanditer des choses. Donc voilà. Et Elliot, forcément, il partage ça parce qu'il se dit que sur le coup, ça aurait pu lui arriver en fait. Enfin genre déjà sur le coup quand il s'est fait tabasser, il était KO chez KO. Et en gros, ça finit comme ça. L'histoire est malheureusement folle. Voilà, malheureusement, clairement, lui, il a catapulté. Vraiment, il a pris trop cher. Son pote s'est fait planter. Enfin, il y a tout, vraiment. Il n'y a rien qui va. Bref, prochain thread. Avant de commencer cette histoire, il y a 2 éléments de contexte à comprendre. Aurélien souffre d'insomnie sévère depuis son enfance et, en grandissant, il passe ses nuits éveillé jusqu'au petit matin. À l'époque, le 2e étage de sa maison est une seule grande pièce. Son lit se trouve dans un coin, séparé du reste de la pièce par des étagères et une armoire. Mais comme elle ne monte pas jusqu'au plafond et qu'il n'y a pas de porte, il peut voir et entendre tout ce qui se passe à l'étage. Cet étage possède une porte donnant sur l'extérieur, reliée à une colline voisine par un pont mal construit. Et tout ça, c'est composé de 3 longues planches non fixées. Il y a des cloches qui sont accrochées à la porte puisque Aurélien est somnambule et ses parents veulent être alertés s'il sort en pleine nuit. Un soir, alors qu'il a environ 11 ans, il vit dans cette maison située en pleine campagne. Une nuit, alors que ses parents dorment, il entend un bruit agressif venant de la porte extérieure. Un cliquetis violent accompagné du tintement des cloches. Ses parents, pourtant juste en dessous, ne se réveillent pas. D'après le bruit, Aurélien est certain qu'il s'agit d'un humain, pas d'un animal. On dirait que quelqu'un tient la poignée et la secoue avec force, comme s'il essayait de forcer l'entrée. C'est pas une tentative de crochetage, c'est un pur assaut contre la porte. Ce qui rend la scène encore plus étrange, c'est que la personne se tient sur ses planches branlantes à environ 3 mètres au-dessus du sol en ciment. Enfoncer la porte dans ces conditions semble risqué. Pourtant, l'inconnu continue, secouant la porte par intermittence, s'arrêtant puis recommençant. Dès qu'Aurélien croit que c'est fini, le bruit reprend. Mais l'individu ne parvient pas à rentrer. La porte du haut est toujours verrouillée car elle est trop dangereuse pour être utilisée régulièrement. Par contre, la porte du bas, celle qui donne sur l'entrée principale de la maison, est toujours ouverte. Aurélien et sa famille vivent tellement loin des autres habitations, sur une route à peine praticable, qu'ils ne voient pas l'intérêt de verrouiller la porte d'entrée. Pourtant, si cet inconnu avait simplement essayé cette porte-là, il aurait pu entrer sans difficulté. Quelques semaines plus tard, ça recommence. Exactement le même schéma. Un cliquetis insistant, des pauses puis de nouvelles tentatives. Mais encore une fois, aucune tentative sur la porte d'entrée. Après cette 2e nuit, plus rien. Aurélien continue pourtant de s'endormir chaque nuit en s'attendant à entendre le bruit recommencer. Mais il ne revient jamais. Aujourd'hui, Aurélien vit à 9 heures de route de cette maison. Et sa vie a continué. Pourtant, il garde un souvenir précis de cette peur paralysante. Ce moment où il ne pouvait ni bouger, ni crier. Il était figé, incapable d'alerter ses parents ou de réagir. Il se demande encore ce qu'il aurait fait si l'intrus avait réussi à entrer. Bon, il nous dit qu'il aurait probablement rien fait. Normal, il avait 11 ans. À ce jour, il fait encore des cauchemars où il tente de crier sans y parvenir. Ses parents, eux, pensent qu'il a tout inventé. Mais en discutant avec son frère, Aurélien apprend que lui aussi s'est réveillé cette nuit-là et qu'il a entendu les bruits. Son lit, plus proche de la porte, lui a permis d'entendre encore mieux ce qui se passait. Même si la région est peu peuplée, elle connaît un taux élevé de meurtres et de disparitions. L'année même où cela s'est produit, un meurtre a eu lieu sur la route où il vivait. Peut-être que l'homme arrêté pour ce crime est le même qui a tenté d'entrer chez lui. Il ne le saura jamais. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Ma foi, très cool. Enfin, ça change quoi, tu vois ce que je veux dire. Petit somnambule. Bon, ça a pas joué là-dessus, ça a pas joué. Je me suis dit, putain, il va sortir dans la nuit, il va faire des dingueries. Non. Le mec, heureusement, il a pas testé la porte d'entrée principale parce qu'elle est pas fermée. C'est une dinguerie de pas fermer les portes. Je sais pas c'est quel pays, peut-être sûrement États-Unis encore. Hein. Allez, t'étarde pas là-dessus, Delcor. On va passer au prochain thread. Atalia se trouve dans une gare vide en plein air la nuit en train d'attendre son train. Et tout ça, ça s'est passé il y a presque 1 an. Bien que l'ambiance soit étrange et qu'elle ait un peu froid, elle se sent pas en danger. Elle a une vue complète des 2 côtés et elle peut voir de loin quiconque s'approche et elle espère que personne ne le fera. Cependant, elle aperçoit 2 hommes qui arrivent à la gare. Bien sûr, dans son esprit, elle ne sait pas s'ils sont là pour prendre le train ou pour faire quelque chose de mal. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, elle est de plus en plus stressée. Jusqu'à ce que le jeune homme reçoive un appel téléphonique et réponde d'un ton joyeux, dans une langue qu'elle ne comprend pas. Il passe devant elle, hochant la tête en guise de salut et s'assoit par terre assez loin d'elle.
Atalia pousse un soupir de soulagement, pensant que le deuxième homme va le suivre. Sauf que il s'arrête devant elle, la regardant de haut en bas. Elle lui demande s'il y a un problème, mais elle n'est pas sûre qu'il ait compris sa question. Il lui répond, dans sa langue, qu'effectivement, il n'y a aucun problème. Il lui dit qu'elle est belle et il lui demande pourquoi elle est si triste. Elle dit dans un premier temps que c'est juste énervant et que ça la met mal à l'aise. Du coup, elle essaye d'acquiescer jusqu'à ce que son train arrive. Quand il lui demande s'il peut s'asseoir à côté d'elle dans le train. Elle aurait dû dire non, mais elle hausse juste les épaules, en mode mal à l'aise. Elle monte dans le train et essaye de s'éloigner rapidement des deux hommes. Et bien sûr, l'homme le plus âgé s'assoit à côté d'elle et le plus jeune devant elle. Elle se dit que ça va aller, qu'elle doit juste arriver à sa destination. L'homme plus âgé commence à essayer d'établir un contact visuel avec elle et elle essaye de détourner le regard. Il continue à lui dire qu'elle est belle et à lui poser des questions sur sa vie, auxquelles elle ne répond pas honnêtement pour la plupart. Mais les choses commencent à devenir bizarres. Il commence à lui dire qu'elle peut avoir n'importe quel homme qu'elle veut. Il commence à lui dire que Dieu veut qu'elle soit enceinte et qu'il est temps pour elle de le faire. Il lui dit qu'elle est vraiment belle. Il essaye de mettre son bras autour d'elle et elle dit qu'ils font des choses comme ça pendant un certain temps. Il lui demande ensuite si, quand ils arriveront, elle veut bien aller avec lui dans telle ville. Elle lui dit que non et il continue d'insister en disant qu'elle doit être libre et elle doit être heureuse. Alors, elle lui dit que non, elle veut pas aller avec lui. Il change alors de sujet et lui demande pourquoi elle est triste. Elle lui dit que non, elle est pas triste et lui le dit que si. Il lui dit qu'elle est triste et qu'il le sait parce qu'il est médium. Il lui dit qu'elle a besoin d'être libre et de se trouver un homme. Qui plus est, lui ce serait mieux. Elle lui dit que non, elle peut pas et que son père l'attend. Il lui demande mais ton père, il est fort? Ce à quoi elle répond ah ouais, il est balèze. En entendant ça, il commence à se calmer un peu et elle envoie un message à son ami en expliquant la situation. Le gars ultra relou lui demande avec qui elle parle. Elle lui demande juste pourquoi il veut savoir et il lui dit qu'elle devrait lui donner ses réseaux sociaux au cas où elle aurait besoin de ses conseils. Elle lui dit non et qu'elle se sent pas à l'aise avec le fait de faire ça. Il insiste pour qu'elle lui donne son numéro et qu'il est vraiment doué pour aider les femmes. C'est à ce moment-là que son ami l'appelle. Ils se mettent à discuter jusqu'à ce qu'elle sorte du train. Elle marche jusqu'au parking et ne semble pas voir les gars du train à proximité. Elle va se cacher quelque part pour appeler son père et alors qu'elle regarde son téléphone, elle sent quelqu'un la serrer dans ses bras. C'est le gars du train, seul pour une raison quelconque. Elle le repousse et serre le poing, prête à frapper. Il lui dit qu'il veut juste lui dire au revoir, avec un ton ultra bizarre. Il commence à se rapprocher d'elle en pinçant les lèvres. Elle le repousse, court et appelle son père. Elle fond en larmes dès qu'elle est en sécurité. Elle pense vraiment que cet homme aurait pu lui faire quelque chose d'horrible ce jour-là. Et je suis totalement d'accord avec elle. Vraiment, le gars, il lui sort toutes les conneries possibles. Ouais, je suis médium, j'ai besoin, t'as besoin d'un mec. Et bizarrement, ce mec, ce serait moi. Genre vraiment, t'es en mode, allez. No comment, franchement, no comment. Alors, avant de commencer ce thread, sachez que c'est l'histoire d'une abonnée. Donc déjà un grand merci à elle de nous l'avoir partagé. C'est Clémentine, une abonnée qui kiffe mes vidéos au point de s'endormir en les écoutant, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Elle voulait raconter un petit truc de sa vie parce que depuis qu'elle est gosse, elle est plongée dans le paranormal. Elle insiste bien sur le fait que tout ce qu'elle va raconter, ce sont des trucs réels. Elle a envie de partager son expérience avec le paranormal qui prend une place super importante dans sa vie. Son père, qui s'y connaît bien en occultisme, l'a bercée dans cet univers dès son plus jeune âge. C'était leur secret parce que dans sa famille, ces sujets étaient tabous. Même si elle savait que sa mère tirait les cartes en cachette, elle interdisait toutes les pratiques occultes comme le Ouija, les cartes, etc. Par contre, elle lui a offert un pendule pour ses 20 ans, la logique de sa maman, comme elle le dit. Ils étaient chrétiens et sa mère jugeait ces pratiques mauvaises et quelque part, elle avait raison. Fait étrange, Clémentine était la seule de sa famille à ne pas être baptisée à l'église chrétienne. C'est elle, à 7 ans, qui a insisté pour recevoir ce sacrement. Forcément, ses parents l'ont emmenée à la messe et au catéchisme, malgré l'incohérence apparente avec les croyances de sa mère. Quand sa mère s'absentait, son père et elle faisaient des séances de spiritisme dans le salon. Un jour, il a même invité 2 de ses amis pour une séance histoire de leur faire peur. Ce qui devait être un jeu a pris une tournure flippante quand, à sa droite, elle a senti une présence et vu son ours en peluche, bonne nuit les petits, se pencher vers elle et la fixer. Après ça, elle a refusé de participer à d'autres séances. En grandissant, elle a essayé de bloquer ses expériences. Mais à l'adolescence, elles sont revenues en force. Elle entendait parfois son prénom crié par une voix d'homme,
Plus tard, vers ses 13 ans, une amie très spéciale et elle ont expérimenté la télékinésie. Elles ont réussi à déplacer de petits objets, comme des bijoux, mais lors d'une tentative avec un verre, celui-ci s'est violemment brisé, les laissant terrifiés. Depuis ce jour, plus de télékinésie, ça l'a complètement refroidi. Avec le temps, sa médiumnité s'est affinée. Ce qui n'était autrefois que des murmures incohérents est devenu des messages plus clairs, bien qu'ils restent souvent énigmatiques. Malgré ça, une présence chaleureuse semblait constamment l'accompagner. Autre fait étrange, le jour du décès de son grand-père, elle a entendu des coups frapper à la porte dans son sommeil, qui l'a réveillée en sursaut. 10 minutes plus tard, sa mère recevait un appel annonçant sa mort. Et depuis ce jour, elle entend toujours frapper à la porte lorsqu'un décès arrive. Parlons de ses parents maintenant, parce que eux qui étaient heureux en mariage se sont séparés brutalement. Et elle met ça sur le compte de la sorcellerie. Puisque le jour où son voisin a offert un coq à son père, sa mère l'a quitté peu de temps après, pour ce même voisin. La vie de son père a dégringolé et elle s'est occupée de lui vu qu'il a réussi à éloigner sa mère d'elle aussi, les laissant tous les deux seuls. En 2015, son père décède, mais 2 jours avant, il l'appelle pour lui dire un tas de choses incohérentes, pour finir avec un homme a ouvert ma porte, il est rentré et il a disparu. Et bizarrement, ce jour-là, elle n'a pas entendu frapper à la porte, mais elle savait que c'était peut-être la fin, qu'il fallait qu'elle s'y attende. Elle a du mal à accepter sa disparition et attention, elle revient à l'histoire de la sorcellerie. Sa mère lui a avoué lors de l'enterrement qu'elle s'était séparée du voisin exactement au moment où son père avait eu un arrêt cardiaque. Bizarrement aussi, depuis ce jour, ses relations avec sa mère se sont nettement améliorées. Bizarre quand même. Revenons quelques années en arrière pour cet autre fait paranormal. À 17 ans, un marabout lui a prédit qu'elle aurait une fille avec son compagnon et qu'il lui serait impossible d'avoir un garçon. Il lui a aussi averti qu'elle devait protéger sa fille contre le mal. Elle s'est dit que ce type racontait n'importe quoi, qu'elle n'avait pas prévu d'enfant. Quelques mois plus tard, malgré la pilule, elle est tombée enceinte. Et bien que sa mère ait été contre cette grossesse, son père et elle ont accueilli la nouvelle avec joie. Elle a donné naissance à une petite fille qu'elle appellera ici Lola. Avec le père de Lola, qu'on appellera Roméo, ils ont emménagé dans un vieil appartement des années 1800. Rapidement, des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Des bruits inexpliqués à 3 h du matin, des taches de moisissure sur les murs. Et Roméo a même tenté de l'étrangler sans raison apparente, avant de s'effondrer en larmes comme s'il n'avait pas le contrôle. Un autre soir, il l'a vu traverser la pièce en marmonnant dans une langue inconnue, alors que tous les robinets s'étaient ouverts seuls. Pourtant, il l'a retrouvée profondément, endormie dans son lit, après avoir éteint les robinets, pensant qu'elle le suivait derrière. Elle a vécu des événements encore plus troublants. Une nuit, elle a senti une main froide relever sa chemise de nuit, la laissant paralysée. Lorsqu'elle a réussi à se libérer, Roméo, qui avait été aussi témoin de phénomènes inexplicables, était tout aussi perturbé. Pour les aider, la mère de sa voisine, une sorcière tzigane, est venue avec son pendule. Elle s'est arrêtée devant les toilettes et a déclaré qu'une entité démoniaque hantait leur maison et s'en était prise à Lola. Lorsqu'elle a utilisé son pendule devant sa fille, Lola a hurlé et s'est tordue comme si elle souffrait. Cet incident l'a profondément bouleversée et la sorcière lui a conseillé de faire baptiser sa fille. L'entité était partie s'accrocher à son chien et la sorcière lui a fortement conseillé de s'en séparer. Car pour elle, l'entité se servait de lui pour voir ce qu'il se passait chez elle. Malgré leur déménagement, les phénomènes paranormaux ont continué et elle a intensifié ses pratiques occultes pour affiner ses dons. À la recherche de réponses. Elle a travaillé pour une agence de voyage, mais des manifestations démoniaques sont revenues. Roméo a quitté la maison, sombrant dans la dépression, et leur chien est devenu très agressif. À 23 ans, elle a tenté de reconstruire sa vie avec un homme qu'on appellera Thomas. Après 3 ans de tentatives infructueuses pour avoir un enfant, 10 fausses couches et la découverte de son endométriose, qui la faisait souffrir depuis ses 15 ans. Leur relation s'est alors effondrée. Plus tard, elle a rencontré l'homme avec qui elle a eu ses 2 dernières filles. Bien que leur relation ait été semée d'embûches, il l'a aidé à s'éloigner de l'occultisme. Avec son soutien, elle a retrouvé la foi chrétienne bien qu'il soit musulman. Il lui a fait comprendre qu'en se rapprochant de Dieu, peu importe si ses prières sont chrétiennes ou musulmanes, elle doit croire en Dieu et ne croire qu'en lui pour battre ses démons. Il faut savoir que son copain a le pouvoir de voir les entités que on appelle les djinns. Ils se complètent bien, lui est clairvoyant et elle clairaudiente. Il y a 1 an, lors d'une fausse couche à 19 semaines, elle a accouché seule dans sa douche d'un garçon. Abandonnée par les autorités qui lui ont dit de se débarrasser de son corps comme d'un déchet. Son homme et elle n'ont pas pu accepter ça et ont décidé d'aller enterrer le corps de leur fils dans un espace privé en lui offrant une cérémonie avec des
prières. Cette nuit-là, pendant son sommeil, une entité l'a attaqué, l'a laissant paralysé et l'a mordu à la jambe. Cet épisode l'a profondément traumatisée, même après tout ce qu'elle avait vécu avant. Il n'y a pas plus d'une semaine, quand elle écrit le thread, eh bien elle écoutait un thread de la Maria Rouge et il lui arrivait quelque chose après s'être endormie dessus. Cette histoire, elle est en train d'effrayer tout le monde. Elle pense avoir vécu une énième paralysie du sommeil. Elle s'est vue sur le dos, dans son lit. Impossible de se lever. Ses jambes se sont soudainement relevées et l'ont fait glisser sur la droite de son lit. Elle a aperçu une ombre lui tenir les pieds sur le mur contre son lit. Elle a appelé son homme qu'elle entendait passer à côté de la chambre, mais il ne l'a pas entendu. Elle avait beau crier, elle ne pouvait pas bouger. Et elle ne sait pas pourquoi, elle s'est rendormie et s'est réveillée peu de temps après. Aujourd'hui, bien que les phénomènes paranormaux persistent et que ses filles y soient sensibles, elle aura encore plein de choses à me raconter. Mais ce serait trop long pour le coup. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur, qui est plein de... C'est pas une histoire construite de un fil rouge qui se passe en one shot, plein de petits trucs. Donc oui, plein de gros trucs même, carrément. Ouais, très triste en plus l'histoire et tout. Vraiment, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux, des choses aussi pas paranormales mais qui font pas plaisir à entendre, clairement. Donc beaucoup de force à toi et encore un grand merci de nous avoir partagé ton histoire. Et je le redis, mais si toi aussi tu veux partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Tout commence le jour où Pierre invite son pote Ludo à regarder un match de foot chez lui. La copine de Ludo doit les rejoindre un peu plus tard car elle travaille. Pour planter le décor, Pierre habite au-dessus de chez sa grand-mère, qui est très âgée, dans une maison située au bord d'une route assez fréquentée. C'est une période estivale, il y a donc beaucoup de touristes et beaucoup de passages dans le coin. Et pendant le match, Pierre et Ludo sont installés sur le canapé. Depuis leur position, ils peuvent voir la porte d'entrée en vision périphérique. Cette porte est équipée d'une vitre, ce qui permet de voir à travers. Alors qu'ils discutent, Ludo se fiche soudainement et demande « T'as entendu ça ?» Pierre, surpris, répond « Non, pas du tout, qu'est-ce qu'il y a ?» Ludo explique qu'il a entendu des pas sur la terrasse, juste derrière la porte d'entrée. Sachant que la maison est isolée et qu'il y a une petite forêt derrière, ils mettent ça sur le compte d'un petit animal comme une souris qui aurait pu passer devant la porte. Quelques dizaines de minutes plus tard, Pierre aperçoit une ombre à travers la vitre de la porte, comme si quelqu'un essayait de regarder à l'intérieur avant de se rétracter brusquement. Il n'y prête pas trop attention, se disant que ça devait être une branche d'arbre qui bougeait ou quelque chose d'anodin. Il est un peu dans le déni, oui, mais tout bascule quand la copine de Ludo arrive soudainement, furieuse et hurle. « C'est qui la meuf que j'ai croisée là, hein ?» Ludo et Pierre, complètement interloqués, se regardent et lui répondent. Comment ça? Quelle meuf ?» Elle explique alors qu'en arrivant, elle a aperçu une femme sur la terrasse à quelques pas seulement de Pierre et Ludo. Cette femme s'est cachée dès qu'elle a vu les phares de la voiture. Pire encore, la copine de Ludo raconte qu'elle a croisé cette mystérieuse femme dans les escaliers en montant. D'après elle, c'était une petite brune au regard fuyant. Les trois se retrouvent complètement tétanisés. Ludo et Pierre décident de sortir pour voir si la femme est encore là, mais ils ne trouvent rien. Au final, ils se rendent compte qu'ils ont été stalkés par cette femme, mais impossible de savoir qui elle était, pourquoi elle était là, ni ce qu'elle voulait. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Simple, forte, efficace. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.